C'est vous qui démarrez. Alors, le thème de notre rencontre, c'est la démocratie. La vraie. Et la vraie, c'est ça, oui. Alors, bon, oui, il se trouve évidemment que j'ai été 15 ans parlementaire, et puis je travaille dans la fonction publique, donc je connais un peu le mécanisme à l'intérieur. Et ce qui m'a beaucoup frappé de mon expérience de parlementaire, c'est à quel point il y a la façade et puis la réalité. Bon, la façade, c'est que les parlementaires, par exemple, votent la loi. La réalité, c'est que les lois sont préparées dans les bureaux par les hauts fonctionnaires, en liaison avec des représentants des principaux groupes de pression qui existent, les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers, enfin toutes sortes d'associations et d'organisations variées. Ensuite, il y a les médias qui trient, si je puis dire, ce qu'on peut faire au Parlement, parce que c'est le gouvernement à ce moment-là qui lit les projets des hauts fonctionnaires en disant ça passera pas devant les médias, donc on n'en parlera pas, ça passera, donc on en parlera. Donc les médias jouent un rôle déterminant aussi. Et puis, il y a bien sûr les partis politiques aussi, qui structurent la vie politique et qui fait que les parlementaires obéissent à leur chef de parti. C'est surtout ce qui m'a le plus frappé, c'est quand vous êtes député, ou bien vous êtes dans l'opposition, ou bien vous êtes dans la majorité. Si vous êtes dans l'opposition, vous avez un peu plus de liberté, encore que vous devez obéir à la hiérarchie du parti et à la hiérarchie du groupe parlementaire. Mais, si vous êtes un peu dissident, on vous pardonne parce que vous êtes dans l'opposition, on vous laisse parler, mais ça n'a pas beaucoup d'effet puisque vous êtes minoritaire. Ou bien vous êtes député de la majorité, alors ça c'est là la grande surprise quand quelqu'un est élu député d'une majorité, c'est qu'il reçoit des ordres du gouvernement et il n'est pas question de changer une virgule au texte que le gouvernement veut faire passer. Donc on est aux ordres, on reçoit des ordres et le parlementaire a finalement extraordinairement peu de marge de liberté. Il représente beaucoup moins le peuple que son parti politique, en fait. Il représente du parti, et il rend des comptes surtout au parti politique, parce que s'il ne rend pas de compte au parti politique, il ne recevra pas la fameuse investiture, c'est l'étiquette du parti, pour se faire élire le coup d'après. Vous savez que les gens votent pour des étiquettes. Donc la crainte d'un parlementaire, c'est de ne pas être élu, mais on pourrait penser qu'il a peur des citoyens, le parlementaire, parce que c'est les citoyens qui vont le réélire. Mais en réalité, il a surtout peur de la hiérarchie du parti, qui est capable de lui retirer l'étiquette, et sans cette étiquette, eh bien, les électeurs vont disparaître. Voilà, donc dans cette situation-là, on voit bien que c'est pas le peuple en tout cas qui légifère, ça c'est certain, c'est une oligarchie en réalité, des groupes organisés qui se mettent d'accord entre eux, qui discutent entre eux, et tout cela sous les ordres de l'exécutif. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs non plus, par rapport à la théorie. En théorie, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, en fait le pouvoir exécutif commande totalement le pouvoir législatif. Alors moi j'ai accumulé évidemment une série considérable d'anecdotes sur ces sujets-là, parce que je les ai vécues. J'en citerai quand même juste une, parce qu'elle est très révélatrice. C'est un projet de loi qui avait pour but de réduire les droits de succession sur les petites entreprises. Parce que les petites entreprises avec un seul propriétaire, souvent, meurent lorsque le propriétaire disparaît, parce qu'il faut payer des droits de succession. Ils sont tellement élevés par rapport à la taille de l'entreprise que l'entreprise ne peut pas continuer à vivre. Donc le propriétaire meurt et l'entreprise meurt juste après. Donc pour éviter cela, on s'est dit qu'il faut réduire les droits de succession. À l'époque, il y avait un ministre, c'est 1987, pour une vieille histoire. Chavannes était ministre du Commerce et de l'Artisanat. Et je me mets d'accord avec lui pour baisser les droits de succession. Bon, en accord avec les fédérations patronales que ça intéressait, bien sûr, évidemment. On arrive à un texte, on se met d'accord sur le texte, il passe en commission, là, il n'y a pas de problème particulier, et ensuite on arrive en séance plénière à l'Assemblée nationale. Et là, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bonhomme qui rentre dans l'hémicycle, qui se précipite sur le ministre, qui dit « Monsieur le ministre, je vous interdis de mettre aux voix cet amendement qui baisse les droits de succession, je vous l'interdis. Et je constate une chose, c'est que vous ne tenez pas vos parlementaires, ce qui est quand même un drôle de langage. » Devant les parlementaires, le type dit ça, il ne l'est pas, hein. Il dit « Monsieur le ministre, vous ne tenez pas vos parlementaires. » Alors Chavannes devient rouge comme une tomate, il dit « On s'en expliquera la semaine prochaine. » Et là-dessus, le petit bonhomme ressort. Alors je peux dire son nom, parce que maintenant, après tout, le petit bonhomme, il s'appelle Daniel Bouton, il est très connu quand même maintenant, parce qu'il a été président de la Société Générale entre-temps. Hein. À l'époque, il était directeur de cabinet du ministre des Finances. Il est venu donc donner des ordres au ministre. Alors moi, je me tourne vers le ministre, je lui dis « Mais enfin, on s'était mis d'accord, on va donc voter l'amendement. » Il me dit « Ah non, monsieur Blot, je ne peux pas, on ne peut absolument pas. J'ai reçu des ordres, comme vous le savez, et donc on ne peut pas discuter cet amendement. » Voilà. Donc c'est un exemple, mais on a un exemple là de députés qui obéissent au canon, si je puis dire, aux ordres qu'ils reçoivent. C'est comme ça que ça se passe réellement. Mais ça n'est jamais décrit, en général, par les professeurs de droit constitutionnel, les journalistes ne le disent pas beaucoup, et les parlementaires, en général, n'aiment pas parler de ça parce que ça les humilie un peu. Donc finalement, on n'en parle pas. Mais c'est comme ça que ça marche. Alors, c'est à la lumière de ce genre de choses, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un système qui ne fonctionne pas, parce que le Parlement ne contrôle pas le gouvernement, évidemment, c'est le contraire.
Donc il n'y a pas de contrôle. On a un pouvoir qui en plus est diffus. Parce que si le pouvoir n'était pas diffus, encore on pourrait s'en prendre à quelqu'un. Mais la plupart des décisions sont prises par des hauts fonctionnaires, c'est eux qui rédigent les textes. Ils rédigent ça en commission interministérielle parce que souvent un texte touche plusieurs ministères. Le ministère des Finances, par exemple, qui est toujours dedans, évidemment, parce qu'il y a un aspect financier. Et donc vous avez un système, je dirais, un peu opaque, oligarchique, qui prend des décisions, qui propose des décisions au gouvernement. Le gouvernement collectivement dit oui ou non, et après on donne l'ordre aux députés de voter le texte. Donc évidemment, avec un système pareil, il y a beaucoup de contrôle de personnes, mais c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Alors d'ailleurs, il y a une plaisanterie à ce sujet-là, c'est parce que comme souvent les arbitrages se font dans des comités interministériels, parce que par exemple, admettons que ce soit un texte sur l'agriculture, alors le ministère de l'Agriculture voudra qu'on dépense plus pour les agriculteurs, le ministère des Finances voudra qu'on dépense moins. Donc on fait un comité interministériel qui réunit les deux ministères, on discute, et on aboutit à un texte mixte, qui est un compromis. Et d'où la fameuse formule qui consiste à dire qu'est-ce qu'un chameau plutôt. Un chameau, c'est un cheval dessiné par une commission interministérielle. Alors, face à tous ces inconvénients, je me suis dit il faut trouver un contrepoids. Et alors, depuis très très longtemps, j'ai eu l'occasion d'aller souvent en Suisse. Et je me suis dit, meilleur contrepoids, ce serait sans doute le référendum d'initiative populaire. Alors en Suisse, vous savez qu'ils ont plusieurs dispositifs pour empêcher le pouvoir oligarchique de gouverner tout seul. Ce sont des contrepoids populaires, en quelque sorte. Il y a d'abord, il y a le référendum veto, c'est-à-dire que le peuple, 50 000 signataires peuvent faire une pétition, cette pétition va déclencher un référendum, et le référendum va dire si oui ou non le texte est valable ou s'il est cassé par le peuple. Donc c'est un droit de veto au fond du peuple. Pour s'opposer, c'est un frein. Il y a l'initiative populaire, alors là c'est 100 000 personnes au niveau fédéral, qui ont l'idée d'un texte, enfin où il y a quelques initiateurs, ils arrivent à rassembler 100 000 signatures, et ils lancent un texte nouveau, dont les parlementaires ne voulaient pas discuter, dont personne ne voulait discuter. Donc ça c'est pour ouvrir le débat. Donc l'initiative populaire, alors les initiatives populaires sont souvent l'objet de grosses polémiques, parce que comme ça ouvre le débat, alors effectivement il y a des sujets parfois choquants, tabous, etc. qui peuvent apparaître, comme la fameuse par exemple l'initiative populaire qui interdit la construction de mosquées en Suisse, qui a fait couler évidemment beaucoup d'encre. Bon. Alors il y a le référendum veto, il y a l'initiative populaire, et puis il y a le référendum obligatoire, c'est-à-dire le référendum obligatoire, c'est surtout dans les collectivités locales en Suisse. C'est dès que vous faites une dépense très élevée, une dépense récurrente, le référendum est obligatoire. C'est-à-dire vous êtes maire d'une grande ville, vous voulez construire un magnifique palais des congrès, après tout, pourquoi pas si tout le monde est d'accord. Mais justement, votre conseil municipal va dire, bien sûr, monsieur le maire, on est votre majorité, donc on vote votre palais des congrès. Mais là, c'est pareil, une pétition peut déclencher un référendum qui va peut-être annuler le palais des congrès. Enfin, je vois à Zurich, par exemple, il y a eu un exemple comme ça de très grosse dépense qui a été 2 fois rejeté par le peuple, c'est le métro de Zurich. Il n'y a pas de métro à Zurich, alors il y a quand même 700 000 habitants à peu près, voire 1 million d'habitants, et le maire voulait faire un métro. Eh bien, ça a échoué devant le peuple parce que les gens n'en voulaient pas, parce que ça coûte totalement extrêmement cher. Alors, résultat, il n'y a pas de métro, il y a eu 2 fois une tentative en 5 ans, ça a échoué, et la ville, quand vous vous promenez dans Zurich, il n'y a pas plus d'embouteillage qu'ailleurs. Je veux dire, il y a des tramways, évidemment, ça se passe bien, et évidemment, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent pour faire un métro, donc les impôts sont plus bas qu'ailleurs. Alors ça, c'est une des conséquences, d'ailleurs, que l'on voit de la démocratie directe, là où elle fonctionne. Alors, elle fonctionne en Suisse, au Liechtenstein, enfin ça c'est tout petit, aux États-Unis, dans tous les États de l'Ouest, 26 États sur 50 le pratiquent. Ça fonctionne en Allemagne depuis la réunification, et c'est à la suite du choc de la réunification d'ailleurs que ça s'est mis en place, on pourra en parler. Mais en Allemagne, ça n'existe qu'au niveau des États fédérés et au niveau des communes. C'est comme en Amérique. En Amérique, ça n'existe pas au niveau fédéral, ça n'existe qu'au niveau des États fédérés, 26 États sur 50. Puis enfin, ça existe aussi en Italie depuis 1974. Donc, c'est les principaux pays. Hein. Il y a le Venezuela aussi. Alors, au Venezuela, mais. Ça fonctionne. Oui, mais je crois que c'est dans des conditions quand même sociologiques, disons, très très différentes. Semble-t-il. Mais. Enfin bon, il faudra creuser le sujet. Et puis, il y a l'Uruguay aussi en Amérique latine. Hein. Donc, alors, il y a aussi 1 ou 2 petits pays de l'Est qui ont adopté plus ou moins le système, notamment la Lituanie, la Slovaquie. En Autriche aussi, mais il était indicatif, je crois. Non, en Autriche, c'est purement indicatif. Ouais. En fait, il existe, mais indicatif. Donc oui. Tandis qu'en Allemagne et en Suisse, c'est vraiment une décision. Hein. Donc voilà, alors ça s'est répandu dans un certain nombre de pays. Maintenant, il y a beaucoup de pays qui ne le connaissent pas du tout. C'est le cas de la France. Hein. Bien que ce soit inscrit dans nos textes constitutionnels, puisque les articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme disent que la loi est l'expression de la volonté générale, tout citoyen peut participer à sa perfection, ce qui est ça, c'est le référendum, ça en fait. Mais en fait, ça ne s'applique pas en France. Donc, nos parlementaires ont intégré le référendum il n'y a pas longtemps, info,
référendum d'initiative Alors en 2008, oui, on a modifié la Constitution et une majorité de parlementaires appuyée par 3,5 millions de signatures de citoyens. Donc d'initiative parlementaire. Voilà. Donc, étiqueté. Pourrait lancer un texte et ce texte ensuite serait examiné par le Parlement. Si le Parlement ne l'examine pas, voilà, le président de la République à ce moment-là peut décider de faire un référendum. Alors là, c'est absolument, c'est verrouillé de tous les côtés. Et puis à 3,5 millions de signatures, ça ne s'est jamais vu historiquement nulle part, puisque en général, pour un pays comme la France, il faudrait 500 000 signatures, ce qui est déjà pas mal, mais en Italie, c'est 500 000. 500 000 signatures pour déclencher un référendum. Mais 3,5 millions, c'est des chiffres qui sont totalement irréalistes. Donc on voit bien que le gouvernement est légèrement gêné sur le principe, puisqu'il a introduit ça dans la Constitution, mais il n'a pas du tout envie que ça fonctionne vraiment, parce qu'il a peur du mécanisme, il a peur de ne plus rien contrôler, quoi, en fait. Donc on a une oligarchie politique, effectivement, qui est, enfin, elle est quadruple, à mon avis, l'oligarchie. Elle est composée de hauts fonctionnaires, des dirigeants des partis politiques, des dirigeants des médias, et des dirigeants des grands lobbies, des grands groupes de pression, entreprises, des banques, des industriels. Oui. Voilà, tout à fait, mais pas uniquement. Il y a aussi des syndicats, il y a aussi des organisations qui ne sont ni syndicales ni patronales d'ailleurs, mais qui peuvent jouer un certain rôle. Et voilà, et c'est ces 4 oligarchies qui en réalité contrôlent le mécanisme du pouvoir. Alors on constate qu'il y a un décalage croissant avec le peuple. Ça, on le constate avec des sondages de façon assez simple. Il y a des travaux qui ont été faits par le CNRS, messieurs Bourrichon et Tchernia, que je cite souvent. On demande aux gens, est-ce que vous avez confiance, par exemple, dans l'armée ? 90% de gens disent oui, on a confiance dans l'armée. L'armée est très bien, aussi bizarre que ça puisse être. La police, est-ce que vous avez confiance dans la police ? Il y a quand même 80% de gens qui disent oui. Est-ce que vous avez confiance dans les médecins ? 90% de gens disent oui. Maintenant, est-ce que vous avez confiance dans les parlementaires ? 38% de oui, alors que les parlementaires sont élus, ce qui est quand même, les autres ne sont pas élus. C'est paradoxal. Avez-vous confiance dans les partis politiques ? 18% disent oui. Donc on voit bien qu'il y a un mécontentement considérable à l'égard de la classe politique et du mécanisme actuel. C'est-à-dire que les gens savent très bien qu'ils peuvent voter à gauche, ils peuvent voter à droite, ça ne changera rien. Voilà. Bon, alors on a pour l'instant parlé que de points sur lesquels on est quasiment d'accord. Et je suis en train de lire votre livre, cette controverse m'a poussé à... J'ai votre livre depuis longtemps et j'en ai tant à lire que je l'avais à peine commencé. Là, hier, j'ai passé la journée à le travailler. J'y trouve plein de points d'accord, des points qui me gênent, et puis, et dont on peut parler, voilà, mais de toute façon, tranquillement, c'est des points qui sont pas graves, je trouve. Mais surtout, j'y trouve des lacunes. Il me manque dans votre travail plusieurs aspects. Alors, on peut peut-être commencer par le fait que, sur le référendum d'initiative populaire, comme façon de résister à nos représentants, je pense comme vous que c'est central, absolument central. C'est un minimum, on ne peut pas parler de démocratie si le peuple ne garde pas l'initiative. Priver le peuple de l'initiative, c'est l'asservir, c'est le contraindre à se contenter de la désignation de maître politique en guise de démocratie, ce qui est véritablement du foutage de gueule. Donc on est d'accord sur le fait que le référendum d'initiative populaire est essentiel. Et pourtant, il me semble que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que l'exemple de la Suisse ne me donne pas l'image d'un pays qui serait venu à bout de la misère ou des injustices. Il me semble que ça ne permet de résister qu'aux pires abus de pouvoir, mais pas assez. Et je voudrais soumettre au feu de votre critique une idée qui irait plus loin et qui consisterait, pour ne pas se contenter d'une procédure qui est quand même très exceptionnelle, il faut réunir beaucoup de gens, il faut mobiliser les citoyens, et c'est difficile de mobiliser les citoyens, pour ne pas se limiter à une procédure exceptionnelle, soit pour freiner, soit pour accélérer, comme vous le dites, l'image est bonne. L'idée serait, dans les institutions, de jouer avec 2 chambres, une chambre, donc d'instituer 2 chambres, une chambre qui serait élue comme aujourd'hui, donc la chambre qu'on appellerait la chambre des partis, des professionnels, donc élue comme aujourd'hui, qui serait l'Assemblée nationale, et à côté de laquelle on mettrait une autre chambre qui serait tirée au sort, qu'on appellerait la chambre des citoyens, qui serait composée d'amateurs, donc de gens dont c'est pas le métier, dont le mandat serait court, non renouvelable,
et qui aurait la fonction de représenter mécaniquement par la loi des grands nombres une structure sociologique et professionnelle et plus proche du pays. Et pour voter une loi, il faudrait que les deux chambres aient donné leur accord. On peut imaginer peut-être, et à mon avis, il faudrait que les deux chambres puissent avoir l'initiative. Il faudrait que les deux chambres puissent avoir l'initiative, et les deux chambres seraient assistées par des fonctionnaires ou des juristes pour que les lois soient bien écrites. Mais cette chambre des citoyens nous garantirait que les lois sont lisibles par des gens normalement constitués qui ne sont pas des professionnels, parce que je pense que la complexité actuelle du droit est pour beaucoup s'explique par le professionnalisme de ceux qui écrivent la loi, et qui, étant professionnels du droit, professionnels de la création du droit, sont à même intellectuellement de maîtriser cette complexité, et à qui cette complexité ne fait pas peur. Mais il n'y a pas que ces professionnels-là qui font la complexité du droit. La complication du droit, parce que faut trouver un mot plus péjoratif que complexité. La complication du droit tient aussi à la professionnalisation de ceux qui interprètent le droit, donc les avocats, les juges, qui eux aussi, en étant professionnels, poussent sans le vouloir. Hein, c'est pas une mauvaise intention. C'est pas un complot, bien sûr. Mais c'est la conséquence d'institutions qui professionnalisent la politique. La conséquence, c'est la professionnalisation, c'est la complexité du droit qui, à mon avis, est une source d'insécurité juridique majeure. Et les Athéniens qui tenaient à ce que les législateurs soient des amateurs, et les juges soient aussi des amateurs, et les policiers soient des amateurs, donc tous les acteurs publics soient des amateurs, se donnaient le moyen, je crois, un moyen qui devrait nous intéresser dans notre réflexion sur l'organisation politique, un moyen de décomplexifier le droit et de le rendre plus accessible, et donc d'améliorer l'obéissance, c'est-à-dire que nous obéirions mieux à des lois que nous connaîtrions bien, et qui seraient simples à comprendre. Et donc le fait d'avoir deux chambres, dont une serait tirée au sort, et dont il faudrait avoir l'accord pour promulguer une loi, me semble être... Alors, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, il y a que le référendum d'initiative populaire parce que ça a fait ses preuves en Suisse, ou bien est-ce que, quand vous réfléchissez à la résistance à l'oligarchie, cette idée de double chambre vous parle? Et qu'est-ce que vous y voyez comme inconvénient? Parce que oui, c'est vrai qu'il faut que je pense à la parole. Est-ce que vous voyez des inconvénients peut-être qui permettraient d'améliorer l'idée D'abord, je dois vous dire que l'idée est extrêmement intéressante. Même moi, je suis comme vous, hein, je suis assez nourri de culture politique athénienne. Hein, j'ai beaucoup lu Thucydide, etc. Donc l'idée d'une chambre tirée au sort est une idée effectivement extrêmement intéressante. Alors je tiens à préciser quand même, hein, pour défendre un peu la Suisse, que j'ai parlé de la Suisse au niveau national tout à l'heure, mais la démocratie elle est aussi locale, hein, donc au niveau des cantons, au niveau des communes, et surtout, voilà. Et par exemple, dans les communes suisses, dans 80% des communes suisses, il n'y a pas de conseil municipal. Mais non, pas du tout. C'est Combien pour cent? 80%. Toutes les petites communes, disons, c'est-à-dire l'immense majorité, évidemment. Dans 80% des communes suisses, il n'y a pas de tout de conseil municipal, c'est l'Assemblée des citoyens qui prend les décisions. C'est formidable, ça. Ils réunissent l'Assemblée. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est quand même formidable. 2 fois par an, à peu près, ils font. D'ailleurs, je vais y aller bientôt. Là, vers Noël, il va y avoir une assemblée. J'ai un ami qui est dans une commune suisse qui s'appelle Kusnard qui m'a invité. Il m'a dit on vous fait une petite délégation de Français, vous pourrez voir comment ça fonctionne, etc. Vous pouvez me mettre dans vos valises? Ça peut se faire, oui, bien sûr, avec plaisir. Ça m'intéresse. Avec plaisir. Bien sûr. À Kusnard, c'est près de Zurich. Et alors, la réunion se fait comme c'est en plein hiver, évidemment, ça n'a pas lieu sur la place du village, sinon ça pourrait avoir lieu sur la place du village. Ça a lieu dans une grande salle polyvalente de sport. Bon. Donc on arrive à mettre plusieurs milliers de personnes, évidemment. Et donc c'est l'Assemblée populaire qui décide un certain nombre de choses. Alors il y a un exécutif, mais il n'y a pas de conseil municipal. C'est-à-dire il y a un maire avec quelques adjoints, bien sûr, pour diriger l'administration communale, mais c'est tout. Est-ce qu'il faut attention à ne pas parler de gouvernement? Il faut attention à l'appeler exécutif pour le limiter à sa fonctionnalité. Il l'appelle conseil même. C'est le conseil communal, Gemeinderat, ou le conseil de ville, Stadtrat, le conseil de ville. C'est plus développé en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Mais enfin, c'est existe partout là-bas. Alors il y a ça. Puis alors dans les cantons, alors, il n'y a plus que 2 exemplaires aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une institution qui disparaît peu à peu. C'est ce qu'on appelle la Landsgemeinde, c'est-à-dire l'Assemblée des citoyens, qui prend la décision, les grandes décisions une fois par an, de construire un hôpital, de construire une route, de monter un impôt, de naturaliser telle personne, etc. Et c'est ce qui avait enthousiasmé d'ailleurs Solzhenitsyn, qui en parle dans un de ses livres qui s'appelle Le Grand Tombé entre les meules. Il décrit une assemblée de ce type en disant c'est extraordinaire, ça c'est une vraie démocratie. Donc il y a ça, il n'y a pas que le référendum. Comment sont répartis les domaines
traités au niveau local et traités au niveau supérieur. Est-ce que c'est eux au niveau local qui décident ce point-là, on ne peut pas le traiter dans notre commune, il faut qu'on se mette à plusieurs communes. Est-ce que c'est eux qui décident au niveau local, ou bien est-ce que c'est pas une autorité supérieure qui décide de la répartition des sujets traités au niveau local Oui, alors ça, c'est les constitutions cantonales. La constitution de chaque canton décrit les pouvoirs du canton de façon limitative. C'est la constitution qui le décrit. Donc mais tout ce qui n'est pas dans la liste des pouvoirs du canton appartient de facto aux communes. C'est-à-dire la commune a une compétence générale et le canton a une compétence d'attribution, comme on dit. C'est-à-dire que c'est une liste de compétences bien précises pour le canton. Tout le reste, c'est la commune. Donc la commune a beaucoup de pouvoir, évidemment. Ce qui est exactement le contraire de notre système. On se fiche du bouton, en fait. Non, parce que c'est quoi c'est pas grave s'il y en a un qui parle plus. Ça m'est égal parce qu'on n'y a pas... On n'a pas d'élection, on n'a pas de... Ah oui, non, ça c'est sûr. On n'est même pas opposés frontalement, donc c'est pas très grave, vraiment. Oui, donc... En France, c'est le contraire. On a donné à la loi une liste de domaines, et ça fait que c'est pas plus, et le pouvoir réglementaire, qui à mon avis est la quintessence de la confusion des pouvoirs. Le pouvoir réglementaire ne devrait pas exister. Il ne devrait pas exister. Le pouvoir réglementaire, je crois, mais... Alors peut-être qu'il devrait exister pour l'application des lois sur les détails. Oui, non, mais c'est pas du tout ça dans la cinquième. Dans la cinquième, c'est des pans entiers, c'est la moitié du code du travail qui est écrit par le gouvernement. Et non, mais ça c'est la confusion des pouvoirs la plus totale. Donc c'est une confusion totale entre législatif et exécutif. Hein, ça c'est ce que j'avais raconté avec ma petite anecdote de tout à l'heure. En réalité, le pouvoir législatif est une branche de l'exécutif aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous le décrivez très bien. Oui, donc en Suisse, il y a donc ces assemblées, ce qui fait qu'il n'y a pas que les référendums, mais il y a aussi les assemblées populaires. Alors voilà, ça se rejoint avec l'idée que je vous dis. Voilà, alors l'assemblée populaire, au fond, c'est pas le tirage au sort, évidemment, d'une assemblée. C'est mieux que ça. Mais c'est tout le monde, alors, donc effectivement, ça revient au même, donc en quelque sorte un peu. Mais ça n'empêche pas d'avoir, au niveau national, effectivement, où là, on ne peut pas réunir tout le monde, sur la grande place de Paris. Là, on pourrait avoir une assemblée tirée au sort. Mais je pense que c'est une idée tout à fait intéressante. Hein. Moi, je sais que vous défendez cette idée depuis un certain temps. J'ai pas eu le temps encore d'y réfléchir suffisamment, mais je trouve l'idée séduisante, en tout cas qui mérite d'être creusée. Pour une grande ville comme Paris, si vous voulez, à mon avis, la solution de la démocratie directe, la vraie, c'est-à-dire celle que vous décrivez dans les petites communes suisses, où les assemblées, où les gens décident, c'est comme ça dans les arrondissements. Exactement. Exactement. Mais en fait, la solution, on a déjà le découpage de notre pays dans la taille de la circonscription qui convient et qui correspond à la cité athénienne, c'est la commune. Et dans les grandes villes, c'est l'arrondissement. Et en fait, tout est prêt. Il suffirait de changer. Et l'organisation qui permettrait de faire travailler ensemble les communes et de faire nation, de faire nation, peut-être de faire continent, peut-être même un jour de faire monde, c'est la fédération. Mais la fédération dont l'unité de base et qui contrôle tout serait une unité véritablement démocratique où les gens n'auraient pas de représentants dans l'unité de base. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des représentants en pyramide sous le modèle de la fédération qu'on connaît, donc c'est pas le chaos, c'est pas l'inconnu, c'est pas la fédération. On a des tas d'expériences qui permettent d'instituer des rouages robustes qui fonctionnent, mais pour modifier ces fédérations et en faire de vraies démocraties, il faudrait faire attention à la petite structure de base dans laquelle on ferait attention à ce que ce soit les gens eux-mêmes qui écrivent. Et à mon avis, c'est une objection que j'ai souvent dans les conférences, c'est une question, c'est, ok, on organise la démocratie à la plus petite échelle possible, c'est-à-dire des cantons ou des communes. Et puis on remonte, on s'organise entre nous sur des sujets importants comme des sujets qui demandent à être plusieurs, comme les voies ferrées, les hôpitaux, la sécurité sociale. On l'organise en fédération, en regroupement de communes. Mais la question que me posent les gens, et il faudrait qu'on se la pose pour être capable d'y répondre, parce que c'est une véritable question, c'est comment est-ce qu'on détermine les thèmes? Qui décide des thèmes? Alors j'imagine que ça va être les gens eux-mêmes, mais comment est-ce qu'on décide des sujets? Comment est-ce qu'on décide d'organiser la sécurité sociale si on est une commune? Comment est-ce qu'on décide d'organiser la sécurité sociale qui va probablement être à un niveau plus large que la commune? Et alors, moi, pour l'instant, ce que je réponds, mais je sens bien que ça mérite d'être approfondi, c'est, eh bien, la commune, entre elles, en son sein, en discute de la sécurité sociale, voit bien qu'au niveau de la commune, elle fait pas assez, elle n'a pas la masse critique pour faire assurance comme il faut, et elle va prendre la décision de se rapprocher des communes avoisinantes et même d'essayer de faire
plus, donc de se rapprocher même des communes encore plus lointaines pour faire sécurité sociale, mais une sécurité sociale voulue, hein, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas, ils n'y adhéreraient pas. Donc, et ce serait bien plus accepté si c'était voulu, justement, parce que je sais qu'il y a des gens qui résistent à la sécurité sociale. En Suisse, ça s'est fait par référendum, hein, par des séries de référendums qui ont mis en place. Ils avaient le choix entre deux systèmes, en fait. Soit un système à la française, bon, soit un système différent qui s'appelle le système des trois piliers, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de sécurité sociale d'État, alors pour le coup pour tout le monde, qui est un espèce de filet de sauvetage minimal. Ensuite, il y a une deuxième sécurité sociale obligatoire où les entreprises doivent cotiser pour mettre en place un système de protection. Puis enfin, il y a le système volontaire de l'épargne privée. C'est un petit peu comme nous, ça. Ça ressemble à notre système, ça, puisqu'on a la CMU minimum oui, pour tout le monde. Sauf qu'en Suisse, le gros système, c'est le système des entreprises qui sont obligées de cotiser de façon c'est un petit peu ce qu'on fait aussi, nous. La sécurité sociale, c'est les entreprises qui payent pour le compte des oui, c'est elles qui payent, c'est vrai que c'est elles qui payent. Parce que quand les entreprises payent, ce sont les salariés qui payent. En fait, voilà. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, et il y a un deuxième sujet sur lequel je voudrais... Donc, si on est d'accord sur le bicaméralisme, c'est pas la peine de pousser peut-être plus loin, sauf peut-être si l'idée nous en vient au fur et à mesure de la discussion, mais il y a un sujet sur lequel j'aimerais vous interroger, et parce que vous n'en parlez pas, en tout cas dans ce que j'ai lu, je n'ai pas trouvé de réflexion là-dessus, juste des traces. Et comme je ne trouve pas non plus dans la littérature, depuis Aristote, je cherche ça, et je ne trouve pas dans la littérature politique et constitutionnelle, je ne trouve pas de réflexion approfondie sur le processus constituant qui permet à la démocratie d'advenir. Alors, je vois des démocraties qui adviennent, donc je vois la démocratie athénienne, qui, dans ce que je sais, est la seule qui mérite le nom de démocratie. Je vois la démocratie... entre guillemets, suisse, qui, comme vous le dites dans certains documents, n'est qu'une semi-démocratie, ce qui est déjà pas mal. Je pense aussi, moi, au Venezuela ou à quelques autres pays. Mais je n'arrive pas encore à trouver, et ce serait peut-être qu'on peut unir nos efforts pour essayer de comprendre ça, je n'arrive pas à trouver le processus constituant précis qui permet à ces institutions démocratiques d'advenir. Parce que si on arrive à comprendre comment ces pays ont accédé à ça, on a la moitié du problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place les mêmes conditions chez nous. Il me semble, moi, que, je vais vous donner mon intuition à moi, qui n'est pas quelque chose que j'ai lu, quelque chose que j'ai élaboré, mais de façon logique. Il me semble que si nos régimes parlementaires, que je refuse d'appeler démocratie, qui ne sont pas des démocraties. On est bien d'accord, c'est des oligarchies. Donc, voilà, pour les Grecs, un système électif, c'est un système oligarchique, toujours. Exactement, voilà. Mais par construction, par définition. L'élection est aristocratique. Oui, absolument, parce qu'on pourrait imaginer, il faudrait qu'on parle d'ailleurs de l'aristocratie, parce que dans votre livre, on sent souvent que vous avez une espèce de nostalgie de cette aristocratie qui avait un sens du devoir, un sens du dévouement, un sens c'est au bien commun, oui, c'est ça. Ça paraît un peu, quelquefois très vrai, mais souvent quand même... un mythe, qui est quand même une image qui est quand même trompeuse. Parce que je suis fils d'officier. Voilà, donc il faudrait sûrement qu'on ait une conversation là-dessus. En général, parce que... il ne s'intéresse pas à son bien, lui. Voilà, mais il me semble qu'une aristocratie, ça ne peut pas être héréditaire sans perdre pratiquement l'essentiel de sa substance. Donc ça, c'est une discussion sûrement qu'on pourrait avoir, parce que Périclès et Démosthène, qui étaient en quelque sorte une espèce d'aristocratie à Athènes, devaient prouver tous les jours à l'Assemblée qu'ils étaient les meilleurs. Et donc, à mon avis, une aristocratie digne de ce nom devrait prouver tous les jours qu'elle est la meilleure. Et à ce moment-là, voilà, remise en cause. Et il faudrait qu'on puisse l'attaquer, la critiquer. C'était le rôle de Lységoria à Athènes, et donc du droit de parole pour tous à tout moment. Et une aristocratie qui serait ainsi tenue en respect régulièrement, qui serait remise en cause régulièrement, mériterait son nom et serait peut-être un meilleur système qu'une démocratie. Effectivement. Donc il y a une discussion sûrement à avoir là-dessus, peut-être plus approfondie. Et pour vous me disiez ce que vous pensez de mon idée sur le processus constituant, il me semble que si nos régimes n'arrivent pas à instituer des démocraties, c'est parce que nous ne faisons pas attention, nous les citoyens qui consentons à obéir au pouvoir, nous ne faisons pas attention, nous ne prêtons pas attention comme il faut au processus constituant et plus précisément à qui compose l'Assemblée constituante. Je pense que si la démocratie n'advient nulle part, dans aucun pays, à aucun moment, dans aucune période, c'est parce que partout,
les peuples laissent écrire la Constitution par ceux-là même qui devraient craindre la Constitution. Puisque la Constitution sert à affaiblir les pouvoirs, séparer les pouvoirs, limiter les pouvoirs, garder l'initiative au peuple pour contester les pouvoirs, puisque la Constitution sert à ça, il est déraisonnable, il est suicidaire politiquement de laisser écrire cette Constitution par ceux-là même qui devraient la craindre. C'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution, c'est pas aux ministres d'écrire la Constitution, c'est pas aux présidents. L'Union européenne, les institutions de l'Union européenne qui sont écrites par des ministres, ça se voit partout, ça donne un résultat prévisible. Je voudrais juste sur un point, c'est pas les ministres et les parlementaires qui rédigent les constitutions. Mais la Constitution européenne, c'est sur les fonctionnaires. Alors, d'accord. Qui sont dans des bureaux que personne ne connaît. Non, mais en réalité, c'est... Oui, mais ils sont défendus par des ministres. Alors après, leur projet, évidemment, est porté par les ministres. Mais oui, quand même... Les rédacteurs, c'est des hauts fonctionnaires. Et d'ailleurs, c'est un des défauts du système actuel, moi, je trouve. C'est que dans ce système, il y a monopole, en quelque sorte, de la rédaction des textes, que ce soit la Constitution ou les lois. Il y a un monopole dans les mains des hauts fonctionnaires, des ministères. Tandis qu'en démocratie directe, ce qui est intéressant, c'est que la rédaction des textes, il y a les textes qui viennent du peuple. Et oui. Les textes qui viennent du peuple ne sont pas rédigés dans les ministères par définition. Alors ils sont rédigés par qui? Alors vous me direz évidemment, rédiger un texte de loi, ils se font aider. Il y a des juristes, donc c'est des cabinets d'avocats, de conseillers juridiques, de choses comme ça. Aux États-Unis, il y en a plein. Et ce sont ces cabinets qui rédigent des textes de loi. Je ne dis pas que ces textes sont parfaits, mais en tout cas, il y a concurrence entre les cabinets de juristes privés et les hauts fonctionnaires des ministères. Donc il y a une concurrence entre les deux types de juristes. Et c'est toujours mieux qu'un monopole. Mais oui, bien sûr. Ah, c'est Alain qui soulignait que, Alain le philosophe, qui soulignait qu'il n'avait pas besoin de savoir faire la cuisine pour goûter d'un bon plat. Et qu'il pouvait demander aux parlementaires de respecter telle et telle de ses volontés, de lui produire telle ou telle loi, sans être capable lui-même de fabriquer les lois. Un citoyen informé pouvait très bien être capable de juger si la loi était bonne ou mauvaise, sans être capable de l'écrire lui-même. Et l'image du cuisinier d'Alain est tout à fait parlante. L'automobiliste, c'est pareil d'ailleurs. Vous pouvez conduire une voiture sans savoir comment elle fonctionne absolument. Réellement le moteur, bien sûr. Absolument. Et alors, pour revenir au processus constituant, vous imaginez une assemblée constituante. Alors je pense à l'assemblée constituante parce que je pense que je pense que c'est la cause des causes. Je pense, j'en suis à un stade où j'en suis vraiment très très convaincu, c'est-à-dire que à force d'analyser les injustices sociales, tous les abus de pouvoir, et je retombe à chaque fois sur notre impuissance à résister. Donc je retombe à chaque fois sur, en fait, tous nos problèmes écologiques, de corruption, nos problèmes d'abus de pouvoir dans l'entreprise, tous les problèmes sur lesquels les résistants se spécialisent. Ils luttent chacun sur un domaine de souffrance sociale ou économique. Mais en fait, ils ne s'en prennent pas aux causes, on s'en prend aux branches sans aller à la racine du problème. Et moi, quand je remonte, je retombe toujours sur cet objet fondamental qu'est la Constitution, fondamental et méconnu, profondément méconnu, plus que ça, méprisé, délaissé par les citoyens, alors que c'est leur meilleure arme. Et je vois que finalement, quand je me dis, mais quand même, qui a écrit ces règles? Quand je regarde la Ve République, qui organise les travers dont vous parliez au début, mais qui organise, oui, l'impuissance des citoyens, mais c'est De Gaulle qui l'a écrite. Michel Debré. Oui, non, mais Michel Debré l'a écrit. Vous savez bien que Michel Debré l'a écrit pour De Gaulle, pour son maître. Pour son maître, c'était son dieu. De Gaulle, c'était son idole. Mais il y avait des petites différences entre les deux, parce que De Gaulle a introduit les référendums que Debré n'avait pas mis. Voilà, parce que c'était pas un tyran, De Gaulle. Mais il a écrit une constitution tyrannique, c'est-à-dire que De Gaulle avait un sens de l'honneur qui nous protégeait, d'une certaine façon, et c'était De Gaulle la garantie, d'une certaine façon, et quand quelqu'un d'autre qui a plus ce sens de l'honneur rentre dans ces institutions, c'est une catastrophe. Et on le voit depuis, de Mitterrand à Sarkozy, on le voit. Et donc on a besoin d'une... La Constitution, c'est comme un contrat en droit, ça doit être prévu, non pas comme si tout allait bien se passer, mais ça doit se passer comme si ça doit être prévu, ça doit être rédigé comme si tout allait mal se passer. Un contrat, ça prévoit, c'est pessimiste, et une constitution, ça ne peut pas compter sur la vertu des acteurs. Une constitution, ça doit compter sur le vice des acteurs. Et donc, donc une constitution doit instituer des tas de contrôles. Il est déraisonnable d'imaginer qu'un parlementaire va écrire lui-même. Et je ne lui en veux pas, c'est pas sa faute, c'est surhumain ce qu'on lui demande. On lui demande d'écrire lui-même, de se faire harakiri et d'instituer ce qui va l'empêcher de travailler, ce qui va le gêner dans son travail. Alors c'est sûr qu'un homme de parti qui se projette dans l'avenir, qui sait qu'il va être élu, et qui se met à écrire une constitution,
Évidemment qu'il ne va pas instituer le référendum initiative populaire qui va lui mettre des bâtons dans les roues sans arrêt. Évidemment qu'il ne va pas prévoir le respect du vote blanc qui va permettre de le jeter, qui va permettre de le foutre dehors en disant « mais moi je ne veux ni Habib et Dissé, je le trouve tous nuls ». Le vote blanc sert à dire ça, il sert à dire « vous êtes tous mauvais, rentrez chez vous, j'en veux d'autres ». Mais l'élu, il veut... Évidemment, l'élu ou le candidat ne veut pas que ce soit institué. Et en fait, il y a une situation de conflit d'intérêts. Quand on laisse des parlementaires écrire la Constitution, quand on laisse des ministres écrire la Constitution, même quand on laisse des bureaucrates écrire la Constitution, des bureaucrates qui ont besoin de se protéger, ils ne veulent pas que le peuple puisse contester une décision de bureaucrate. Donc, quand on laisse des gens qui vont exercer le pouvoir, écrire eux-mêmes les règles du pouvoir, mais on est à la cause des causes. Et identifier un problème, c'est l'avoir à moitié réglé. C'est-à-dire que si on est d'accord sur le fait que c'est bien, c'est pas qui vote les constitutions qui comptent, et qui ne constitue pas du tout une garantie. Vous voyez bien qu'on arrive à conduire... Les citoyens français ont voté à 80% la Constitution de la Ve République, qui instituait leur impuissance politique. Donc c'est bien la preuve que le vote de la Constitution n'est absolument pas une garantie de qualité de la Constitution. Ce qui compte, c'est qui écrit la Constitution. Et il faudrait que la Constitution, les constituants, les députés constituants, soient désintéressés. Alors, je réfléchis à qu'est-ce qui permet de désintéresser les constituants. Et je ne vois pas d'autre solution pour avoir des gens qui ne sont pas jugés partis. Je ne vois pas d'autre solution que de les tirer au sort. N'importe qui serait mieux que des gens qui sont jugés partis. Parce que même s'ils sont très malins, même s'ils sont très compétents, mais c'est double peine s'ils sont malhonnêtes. Malhonnêtes, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes en général. Je dis qu'ils sont malhonnêtes dans cette occurrence-là, un peu comme un juge. Un juge qui est quelqu'un dont on suppose l'honnêteté parce qu'on a organisé son indépendance. Il va avoir à juger les affaires. Et donc, dans cette affaire, on s'aperçoit qu'il est de la famille de la victime ou de la famille de l'accusé. Et il va être récusé. Et ça pose problème à personne. Partout sur Terre, ça ne pose un problème à personne de dire, écoute, là, on ne dit pas du tout qu'il est malhonnête. On dit sur ce sujet-là, tu es jugé parti, tu ne peux pas, toi, juge, parce que tu es en situation de conflit d'intérêts. Donc on va le mettre de côté sans le déshonorer, sans l'accuser de malhonnêteté. Mais c'est pareil pour les parlementaires, les hommes de parti, et les ministres, et même les bureaucrates. Et c'est vous qui m'amenez à ajouter cette catégorie dans les gens qu'il faut mettre à l'écart de la constituante. Ça n'est pas vexatoire, ça n'est pas honteux. Ils devraient s'ils travaillaient pour le bien commun, les élus vertueux, les parlementaires, donc les ministres vertueux, les hommes de parti vertueux, ceux qui sont vraiment dévoués au bien commun, qui ne sont pas carriéristes, qui ne sont pas là pour se goinfrer. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Ces gens-là devraient défendre l'idée d'une assemblée constituante dans laquelle ils se mettraient eux-mêmes à l'écart, parce qu'ils sont en conflit d'intérêts et parce qu'ils ne peuvent pas correctement écrire des règles qui vont desservir leur intérêt personnel. Et donc, l'idée de tirer au sort cette assemblée constituante est une première intuition. Et en confrontant, à l'occasion des controverses, cette idée au feu de la critique, je m'aperçois que ça fait peur aux gens. Tirer au sort, mais enfin, tu vas tirer au sort des abrutis, ou des incapables. On ne peut pas quand même avoir une assemblée de gens qui ne sont pas n'importe qui et qui sont désintéressés. Alors, j'ai une suggestion. J'ai une suggestion. Alors, on peut les assister avec les conseils juridiques, ça c'est certain. Ça, c'est sans doute mais indispensable. j'aimerais quand même arriver à conserver cette idée que ça pourrait être des citoyens qui écrivent eux-mêmes leur constitution sans que ce soit n'importe qui, pour qu'il y ait quand même une qualité de la réflexion. Et je vous suggère cette idée. Imaginez qu'on ferait en deux temps. Imaginez que, dans un premier temps, nous élirions chaque citoyen, malin, pas malin, chaque citoyen, jeune, vieux, riche, pauvre, désignerait autour de lui 2 ou 3 personnes qu'il considérerait comme valeureux, comme éclairés, comme des honnêtes gens, dont les facultés intellectuelles, dont les facultés psychologiques, dont par exemple l'aptitude à parler sans s'énerver, l'aptitude à rapprocher les points de vue, parce qu'on pourrait considérer que dans une assemblée constituante, on va avoir besoin de gens les gens vont s'empailler, et c'est bien d'avoir des gens qui sont capables de rapprocher les points de vue. Chacun va avoir les critères qu'il veut pour désigner comme ça, librement, pas parmi des candidats imposés parmi les partis, librement, autour de soi, des gens qui peut-être vont refuser. Et on s'en fiche qu'il y en ait qui refusent, parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit des millions, il suffit qu'on ait une centaine de personnes qui soient. Donc chacun autour de nous désignerait 2 ou 3 personnes qu'il considère comme valeureux,
le mot est peut-être discutable, et c'est parmi ces gens valeureux que nous tirerions au sort. Et on pourrait même, il pourrait y avoir un biais, c'est-à-dire ceux qui ont été, bon, les gens vont être désignés, il y a des gens qui vont être désignés par plusieurs personnes, puisqu'ils sont repérés, pas seulement par une personne, mais par plusieurs comme ayant ces qualités. Et donc on va avoir peut-être quelques centaines de milliers, peut-être quelques millions de personnes désignées. Sur 40 millions, il se peut qu'on ait 1 ou 2 millions de personnes désignées comme valeureux parmi nous. Et on pourrait, comme dans les compétitions de judo ou de karaté, les compétitions d'arts martiaux, quand on a fait plein de performances, on retire, et je fais ça avec mes élèves quelquefois. Ouais. Alors je leur dis, vous avez, parmi toutes les notes que vous avez, je ne compte pas votre plus mauvaise note. Ouais. Alors ils sont tout contents, et je ne compte pas non plus votre meilleure note. Alors là, ils râlent, mais on considère que les orientaux considèrent que ce sont des accidents. Et on retire les accidents et on garde que les notes. Et on pourrait faire pareil, c'est-à-dire que ceux qui ont été désignés très peu souvent ne pourraient pas être tirés au sort, et ceux qui ont été désignés très souvent, peut-être par un effet médiatique, un biais médiatique, parce qu'ils sont très connus à la télé ou par les partis, on ne les prend pas non plus. Donc pour garder les gens normaux, valeureux mais normaux, on prendrait parmi les gens élus librement sans candidat, on prendrait, donc peut-être si on retire un cinquième, on retire dans les 3/5 de ceux qui ont été élus par nous, librement, on tirerait au sort. Attendez, vous avez constitué une assemblée constituante désintéressée, comme vous n'avez jamais vu dans l'histoire des hommes. Alors là, je voudrais réagir, je trouve ça tout à fait intéressant, mais il y a des conditions préalables, c'est-à-dire que pour que vous puissiez mettre en place votre propre système de sélection des gens valeureux, etc., oui. Il faut qu'il y ait des circonstances politiques telles que le corps social soit prêt à le faire. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Et c'est là où j'en viens à... Alors, il y a un premier problème qui est un problème de documentation, c'est vrai, dans la bibliographie française, il y a très peu de textes là-dessus. Ils sont presque tous en anglais ou en allemand, c'est un fait. Bon. Sur quel sujet ? Sur l'apparition de la démocratie directe, l'histoire des institutions finalement, comment la démocratie directe est apparue en Suisse, en Allemagne. Oui, il n'y a pas grand-chose. Moi j'ai un prochain livre qui va sortir là-dessus au mois de janvier, donc sur la démocratie directe, où je raconte ça. Mais comment ça s'est passé ? En fait, il y a toujours une crise. Toujours, je ne connais pas d'exemple. Même en Suisse, il y a eu une crise, il y a eu la guerre du Sonderbund, qui était une guerre entre protestants et catholiques. Et c'est à la suite de la guerre du Sonderbund qu'on a adopté la Constitution de 1848. Donc c'est après une guerre. Le référendum d'initiative populaire a été inventé dans le canton de Saint-Gall. Pourquoi ? Parce que les conseillers de Saint-Gall, donc qui étaient le corps politique du canton, avaient décidé de supprimer l'Assemblée des citoyens, cette fameuse assemblée où tout le monde se réunit sur la place publique. Là. Parce qu'ils disaient maintenant il y a trop d'habitants, donc on va supprimer l'Assemblée. Et les gens sont venus avec des armes pour protester en disant ça ne va pas se passer comme ça. Les Italiens étaient armés aussi. Ils sont armés, hein, oui, c'est pas un détail. Hein, oui, c'est ça. Ben non, le citoyen. Les Américains sont armés. C'est cette idée-là. L'homme libre est armé, voilà. Et donc ces citoyens armés ont dit aux conseillers de Saint-Gall, vous ne sortirez pas de l'hôtel de ville tant que vous ne nous redonnerez pas du pouvoir, puisque vous voulez maintenant monopoliser le pouvoir en disant il n'y a plus d'assemblée populaire. Et c'est là qu'il y a un type qui a eu l'idée de dire mais on pourrait vous donner un droit de veto. Et ça a été l'idée du référendum d'initiative populaire. Référendum, donc on va prendre des décisions en assemblée, c'est vrai. Ils ont accepté de ne plus prendre leurs décisions en assemblée. Voilà. En contrepartie du veto, ça leur a semblé suffisant. Voilà, ça leur a semblé suffisant, ils sont retournés chacun dans leur ferme. Bon, parce que c'était assez rural à l'époque. Et donc c'est comme ça que ça s'est institué. Mais il y a eu une crise quand même, il y a eu une crise. Aux États-Unis, c'est encore plus frappant. Par exemple, en Californie, vers les années 1900, toute la Californie était mise en coupe réglée par une seule société, qui était une société de chemin de fer. La Southern Pacific. C'est super cet exemple dont vous parlez. Alors la Southern Pacific, effectivement, achetait les juges, achetait tout le monde, achetait les parlementaires, etc. Là, vous étiez par exemple fermier, vous apprenez que les rails vont arriver dans votre propriété, vous avez droit à une indemnité. Bon. Mais le juge d'expropriation a été payé par la Southern Pacific, ce qui fait que vous avez une indemnité ridicule. Donc il se passait sans arrêt des trucs comme ça devenait insupportable. Et alors un jour, il y a un procureur, alors ça je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché le procureur par contre, on doit le trouver dans un livre d'histoire sans doute, mais il y a un procureur qui a décidé de s'attaquer au président de la Southern Pacific et de l'attaquer pour corruption. Et il a en même temps attaqué le président du Congrès de Californie, donc le président du Parlement, aussi pour corruption. Donc il a attaqué les deux. Comment il s'appelle ce gars-là? Alors le premier procureur, je ne sais pas, c'est le deuxième dont je parle, qui est Johnson. Voilà, Johnson. Alors le premier procureur, lui, se fait assassiner d'un coup de revolver en plein prétoire. C'est vraiment le western. Ah oui, carrément. Bah oui, parce qu'il était à cause des sacrés intérêts. Il se fait assassiner. On nomme un deuxième procureur, qui lui n'est pas assassiné, et qui aboutit au résultat. Il obtient 15 ans de prison pour le président de la Southern Pacific et 15 ans de prison pour le président du Parlement californien. Ça fait un énorme scandale, évidemment, mais il apparaît au peuple comme un héros, ce type. Et donc Johnson dit, puisque c'est comme ça, moi je vais me présenter aux élections pour être gouverneur de Californie, avec mon propre parti,
Il est élu, Et c'est évidemment, avec ce triomphalement. pouvoir, Et avec ce pouvoir-là, il dit qu'il plus jamais institue. ça. On ne veut plus un système strictement parlementaire qui permet d'être corrompu. Donc on va mettre en place un système de contrôle populaire. Et là, il y a un petit pays, on m'a dit, c'est formidable, c'est la Suisse, parce qu'il y avait déjà quelques spécialistes aux États-Unis qui avaient fait des voyages en Suisse. Et donc c'est C'est effectivement... sur ce modèle-là. C'est Et ce modèle suisse. il faut un Chavez, quoi. Enfin, excusez-moi, Non, il faut une personnalité... Il faut une personnalité à la fois forte et juste, un Robespierre. Excusez-moi, parce que je sais que c'est des personnalités que vous ne prendriez pas, mais qui Non, me semblent. mais je vois l'idée que vous avez. Mais vous voyez ce que je veux dire. je vois Quelqu'un l'idée que vous avez, qui est sûrement déconné. Alors un deuxième exemple, exemple, l'Allemagne. C'est assez intéressant, l'Allemagne. Alors l'Allemagne, en 1945, bon, elle est sous le contrôle militaire des Alliés. On dit aux Allemands, vous allez rédiger des constitutions dans chaque land, puisque c'est un État fédéral. Hein. Ouais. Et après, on fera la constitution fédérale. Alors on fait des constitutions parlementaires. Bon. Sauf en Bavière. Pourquoi? Parce que les deux rédacteurs, dont l'un s'appelait Rögner, les deux rédacteurs de la constitution bavaroise, c'était des anti-nazis qui s'étaient réfugiés en Suisse pendant la guerre. Et en Suisse, ils ont découvert le système suisse. Et ils se sont dit, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait. Et donc, ils ont dit aux Américains, voilà, on va proposer une constitution sur le modèle suisse. Est-ce que ça vous gêne? Les Américains ont dit, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, la Bavière était le seul État d'Allemagne qui avait une constitution de type suisse avec des référendums d'initiative populaire. Et qui faisait baver ses voisins d'envie. Oui. J'imagine que les voisins disaient, mais c'est bien ce système aussi. Ah bah, les populations, oui. Ça s'est réparti comme ça. Alors ensuite, non, c'était bloqué parce que les grands partis politiques ne voulaient pas. Évidemment. Donc c'est resté bloqué, sauf en Bavière. Et puis il y a la réunification. Alors ça, c'est le choc historique qui arrive. La réunification, on dit aux Allemands de l'Est, vous allez rédiger vous-même vos constitutions. Alors les Allemands de l'Est disent, oui, bon d'accord, on va rédiger nos constitutions de nos 6 États d'Allemagne de l'Est. C'était quand ça 1981. Et en 1981 ou 81, 1981 je pense. Et alors, en 1981, donc on leur dit, vous allez rédiger vos constitutions. Et ils disent, oui, mais attendez, nous, des constitutions parlementaires, on se méfie, parce que ça fait 40 ans qu'on vit sous le régime de l'Allemagne de l'Est, qui dit qu'il représente le peuple. Et ça suffit, alors, les gens qui disent qu'ils représentent le peuple, on les connaît. On ne veut plus de représentants. On n'en veut plus. Bon, alors on sait bien qu'il faut quand même qu'il y ait des représentants. Mais on veut que les représentants soient contrôlés par le peuple, donc il faut qu'il y ait des référendums d'initiative populaire, et ils adoptent là aussi le système bavarois, qui est donc le système suisse. Ouais. Alors du coup, les Allemands de l'Est ont des possibilités de faire des référendums d'initiative populaire, et les Allemands de l'Ouest ne l'avaient pas. Alors c'était assez paradoxal, parce que finalement c'est en Allemagne de l'Est qu'on avait une démocratie directe, enfin un début de démocratie directe, et puis à l'Ouest il n'y en avait pas. Alors, peu à peu, bon, les constituants à l'Ouest, enfin les hommes politiques de l'Ouest ont été obligés d'adopter, parce que ça faisait une pression permanente sur eux. Et maintenant, tous les États d'Allemagne ont. Mais ça s'est passé quand ça? Dans les années. Alors. 91, c'est ça? À partir de 81. Après la chute du mur, là? 90, non? 90, après la chute du mur. Non, oui, je dis 81, je me trompe. C'est 91. Après la chute du mur. Après la chute du mur. Après la chute du mur. Donc très récemment, l'Allemagne est en train depuis 10 ans, l'Allemagne est en train de se doter de référendums d'initiative populaire sur le modèle de la Bavière. Oui, c'est ça, qui est lui-même un modèle Il faut suisse. absolument que je creuse ça. Et c'est pas connu du tout. Ah, oui, voilà, il faut que je creuse ça, je ne sais pas. Le problème, c'est que les textes sont en allemand 9 fois sur 10. Hein. Mais c'est pas traduit. Alors, moi, j'en ai traduit quelques-uns, mais c'est votre serviteur. Mais pour et on l'instant, peut il y a pas faire très peu une de choses. souscription pour vous dédommager, pour que vous en traduisiez plus, pour que vous fassiez faire. Voilà, oui, mais c'est. C'est vachement important ça. Mais alors, il y a un ou deux livres, si on pouvait les traduire, ce serait bien, effectivement. Oui. Parce que. Alors, cela dit, il y a beaucoup de textes en anglais, mais pas sur l'Allemagne. Hein. Alors, sur l'advenu, donc vous pensez il faut une crise, je pense. Il faut une crise. Alors, c'est la crise qui fait apparaître en général quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Moi, ce que je suggère. Mais s'il n'y a pas de crise, ce que je suggère, c'est que là, on a une crise et je vois bien. Mais là, on va vers une crise. Une belle. Et je ne pense pas que la crise soit suffisante, Yvan, parce que. Regardez en Tunisie, ils ont une crise, un bouleversement, ils chassent leurs tyrans, manipulés ou pas manipulés, peu importe. Ils font une assemblée constituante, ils l'élisent. Oui. Ils l'élisent parmi les membres des partis. Oui, tout à fait. Mais je peux vous promettre, enfin je peux vous garantir, je suis sûr que cette assemblée constituante, elle va organiser l'impuissance des gens. Elle n'écrira pas le référendum d'initiative populaire. Je suis certain. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets, parce que cette assemblée constituante, parce qu'elle est composée de gens qui se destinent à la politique professionnellement et qui donc se projettent sur l'avenir et se voient dans les institutions qu'ils sont en train d'écrire, ils sont en situation de conflit d'intérêts, je pense que ça donnera les mêmes résultats. Donc il me semble que la crise ne suffit pas. C'est pour ça que ce que je dis en conférence... La crise ne suffit pas, mais s'il n'y a pas de crise, oui, je suis d'accord. Il faudra une crise. On ne peut même pas avoir l'assemblée au tirage au sort. Oui, tout à fait. Mais il me semble que, si vous voulez... et c'est complémentaire avec ce que vous dites, hein, c'est pas contradictoire. Mais il me semble que ce travail de fond
à la base, entre citoyens, où entre nous, nous nous parlons entre nous et nous nous passons le message que la cause des causes, c'est le processus constituant, et même plus précisément encore, c'est qui compose l'Assemblée constituante. Il nous faut une Assemblée constituante désintéressée. Il faut qu'on la tire au sort, éventuellement parmi les élus non candidats, des élus libres, des gens qui soient élus librement, mais il nous faut une Assemblée constituante désintéressée. Si nous nous passons le mot entre nous, à la base, et pas seulement en France, il faut... D'ailleurs, ma conférence vient d'être traduite, les conférences viennent d'être traduites en anglais, et c'est bien parce que je crois que les indignés, les gens qui se révoltent, enfin, qui en peuvent plus de ces injustices, et qui réclament une démocratie réelle, ont besoin de s'emparer de cette idée du tirage au sort pour instituer le tirage au sort d'une assemblée constituante. Parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que cette assemblée constituante désintéressée va mettre en place comme institution. Elle mettra peut-être en place un système à la Suisse, donc une semi-démocratie. Elle mettra peut-être en place un système avec un bicaméralisme, comme je vous en parlais tout à l'heure. Elle mettra peut-être en place une vraie démocratie à l'athénienne, complète, avec une fédération de communes, donc des communes, une fédération de communes, où c'est vraiment les gens qui... Je ne sais pas encore, on ne peut pas préjuger, mais l'idée que nous devrions nous passer, c'est ça que je dis dans mes conférences, c'est l'idée que nous devrions nous passer à la base, et sans rien attendre des partis, sans rien attendre des oligarques du moment, c'est entre nous, entre gens simples, sur une idée simple et radicale, nous passer le mot radical que ce dont nous avons besoin, c'est ne surtout pas élire l'Assemblée constituante. Pour éviter ce qui se passe. Oui, et comme ils ne l'ont pas fait à Tunis, ils se sont révoltés et l'air du temps c'est d'élire l'Assemblée. Alors ils élisent l'Assemblée et donc, sans le savoir, ils sont déjà sur le chemin de la programmation de leur impuissance politique. Et donc il me semble que si nous préparions à la base comme des rhizomes, qui un jour ensuite vont germer, mais un peu partout, si nous préparons ce chemin, parce que si l'idée est simple et qu'elle est forte, elle va se répandre. Hein, et une fois qu'on sera des millions, il suffirait que chacun d'entre nous arrive à convaincre une ou deux personnes, une personne par semaine, si vous faites c'est une progression géométrique, hein, parce que si chacun d'entre nous arrive à pas seulement avoir compris que la cause des causes, c'est la qualité du processus constituant, mais qu'en plus d'avoir compris, il se met en tête de convaincre une ou deux personnes, si chacun fait ça, il ne faut pas un an pour qu'on soit des millions. Et je pense que si on est des millions, ça adviendra pacifiquement. C'est-à-dire que nous serons capables d'imposer démocratie semi-directe ou démocratie directe ou gouvernement représentatif amendé, mais nous serons capables d'imposer le contrôle de nos représentants qui nous manquent tant. Mais parce que nous sommes nombreux à le vouloir. Ouais. Et donc il y aura une crise, mais elle se fera pacifiquement parce que nous serons déjà des millions à avoir compris où est... à cesser de nous diviser entre fausse gauche et fausse droite sur des conneries. On est chacun à avoir notre marotte, notre prisme des luttes sociales. Si on voit que le point commun de nos impuissances, c'est qui écrit ces fichues constitutions qui programment notre impuissance, si on arrive à se regrouper sur ce point commun, on fera d'une pierre, non pas 2, mais 3, 4, 10, 1000 coups. Il y a 1000 injustices qui vont disparaître avec un processus constituant, non ? Oui, je rêve ou... Je cherche évidemment la faille. Hein. Mais je la cherche aussi, parce que je ne cherche pas à avoir raison, je cherche un mécanisme robuste qui permettrait... Parce que si vous, ça manque, dans ce que vous écrivez, il me semble que, je vous le dis respectueusement, hein, il me semble qu'il manque la pièce de puzzle qui va faire que ça va être possible. Non, mais ça entièrement d'accord, mais de toute façon, ce livre se bornait surtout à décrire l'oligarchie au pouvoir. Et on converge complètement. J'ai un deuxième livre donc, qui va sortir, que vous pourrez lire, où je décris les mécanismes qui existent, comment ça s'est développé. Et vous parlez déjà un peu du processus constituant. Voilà, je parle du processus. Alors, je ne suis pas entré sur l'idée qui est d'une assemblée constituante tirée au sort, c'est effectivement une idée extrêmement intéressante. La question que je me pose toujours, c'est la dynamique d'un mouvement politique suppose en général une organisation. Dès qu'il y a organisation, il y a oligarchie qui se constitue, et ça c'est inévitable. Le bouquin de Michel est formidable là-dessus, c'est une référence. On a mieux écrit, hein, c'est Roberto Michel, ça c'est sûr, on ne peut pas faire mieux. Donc c'est là la difficulté. Alors, cela dit, alors moi j'essaie de regarder historiquement comment ça s'est fait dans les différents pays. Hein. Alors dans les différents pays, jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça ne s'est pas fait par un mécanisme de tirage au sort. Ça aurait pu, hein, mais ça n'a pas été fait. Ça s'est fait donc avec des assemblées élues, c'est vrai, mais à la suite d'une énorme crise qui fait que les partis politiques préexistants ont été balayés finalement, et que les institutions nouvelles ont pu se mettre en place. Est-ce que vous connaissez l'exemple de la Colombie-Britannique ?
Vancouver, Oui, ça, c'est le Canada, État ouais. très corrompu, un homme politique débouté à une élection qui promet, s'il est à nouveau réélu, de désigner une assemblée. Alors là, c'est du choix, tout craché. Il dit c'est pas aux hommes au pouvoir. Il dit pas, moi ce que je dis c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Mais il le dit presque comme ça. Il dit c'est pas aux parlementaires d'écrire la Constitution. Et si je suis réélu, on fera une assemblée constituante tirée au sort. Et elle a été tirée au sort l'assemblée il y a 7 ou 8 ans. Et alors c'était pas pour réécrire toute la Constitution, ça n'était que pour réécrire un sujet très technique qui était le code électoral. Et l'expérience de ces gens-là, donc tirés au sort parmi n'importe qui, des gens qui n'avaient pas du tout réfléchi à la Constitution, et qui expliquent aux journalistes la peur, l'angoisse qu'ils ont vécue quand on leur a dit qu'ils allaient avoir à écrire un texte aussi compliqué avec un tel enjeu. Et c'est là qu'on voit que les hommes sont des animaux politiques, c'est que quand on se fout de leur gueule et qu'on n'ouvre pas les portes et que finalement on leur demande de parler mais ça ne changera rien, ils se donnent pas de mal et ils s'abstiennent, ils deviennent passifs. Mais c'est parce que la vraie cause, c'est pas qu'ils sont passifs, la vraie cause c'est qu'on a fermé les fenêtres et les portes et que, supprimant toute motivation, on les rend passifs. Et c'est là qu'on voit que quand on ouvre les institutions, qu'on leur donne un enjeu et que si ce qu'ils vont produire va s'imposer à tout le monde, s'ils se trompent, ça va être mauvais pour tout le monde, s'ils font bien, ça va être bien pour tout le monde, ils se donnent un mal de chien, ils arrêtent de regarder la télé, ils arrêtent de boire de la bière en faisant des blagues idiotes, ils arrêtent d'être les citoyens passifs dont on nous fait la caricature comme si c'était une fatalité, et ils deviennent des gens, alors quand ils en parlent, on les sent qu'ils sont en train de se transformer. Je vous invite à lire les témoignages, donc les journalistes qui ont interrogé les membres de cette Assemblée constituante en Colombie-Britannique, et ces gens-là expliquent comment ils se sont transformés, comment en parlant ils se sont intéressés au sujet. C'est Tocqueville annonçait que Tocqueville défendait le tirage au sort de façon extraordinaire dans la démocratie en Amérique. Il y a des passages passionnants sur cette école du civilisme qu'est le tirage au sort qui tire les gens hors de chez eux pour les forcer à s'occuper du bien commun, à observer les autres en train de s'occuper du bien commun. Voilà tous les jurys. Voilà, mais c'est à travers les jurys que Tocqueville décrivait et défendait l'idée du tirage au sort. Et donc on retrouve dans cette expérience concrète, qui est donc pas théorique, qui est l'expérience pratique en Colombie-Britannique. On voit ces gens qui changent et qui pleurent de joie à la fin, après des mois de travail, qui pleurent de joie, de cette fierté d'avoir écrit ce texte. Et alors, il se trouve que c'est conjoncturel, c'est contingent, c'est anecdotique. Ça n'a pas été voté. Ça a été voté à plus de 50%, c'était 54 ou 57%, mais les politiciens qui avaient mis en place le truc avaient mis la barre, ce qui peut se concevoir d'ailleurs, à plus de 50%. C'est vrai que pour instituer une constitution, on peut demander un vote à plus de 50% pour être sûr qu'il y a plus qu'une majorité à 1%, pour être sûr qu'il y a un accord du corps social plus que majoritaire. Donc ça a du sens d'imposer une majorité renforcée pour adopter une constitution et pour la modifier. Mais donc il se trouve que pour la Colombie-Britannique, ils ont rejeté, le peuple a accepté à plus de 50%, mais n'a pas atteint la barre des 60%. Et je crois qu'ils se sont réunis à nouveau. Donc je n'ai pas creusé le truc, mais ils vont se réunir incessamment pour recommencer. Et c'est une expérience qui est très intéressante et où on voit que des hommes politiques peuvent déclencher le mécanisme du tirage au sort. C'est-à-dire que quelqu'un ici en France qui serait élu président de la République avec les pouvoirs royaux quasiment, enfin c'est une monarchie constitutionnelle, notre régime gaullien là. Quelqu'un qui serait élu avec ses pouvoirs aurait tout ce qu'il faut, si son programme était de déclencher une élection sans candidat, de tirer au sort parmi ses élus sans candidat une assemblée constituante, donc tirer au sort, d'organiser un débat public pendant 6 mois, où les citoyens pourraient interpeller l'Assemblée constituante, tous les débats absolument sans exception seraient diffusés à la télé, sur le net, où les gens il y aurait une grande assemblée où les gens pourraient venir et interpeller. Et ce gars-là, qui défendrait ce programme, mettrait tous les pouvoirs que la Constitution met à sa disposition pour garantir la qualité du processus constituant et son désintéressement. Et à l'issue de ce processus constituant, il y aurait un ou peut-être plusieurs projets constituants qui seraient soumis à référendum avec ou sans majorité qualifiée. Et cet homme politique qui s'engagerait à l'issue de ce processus constituant de s'en aller
et une fois que les institutions seraient mises en place, ouais. un Solon, quoi, un Solon ou un Clisthène, ça se pourrait se faire sans crise, mais à condition que, enfin, là, la condition c'est qu'il soit élu, c'est-à-dire que nous ayons passé le mot entre nous, un peu comme un risque. Je parle de pour que virus. cet homme soit élu, il faudrait sans doute qu'il y ait une crise, c'est ça le problème. Ou qu'il y ait une activité virale intense, virale au sens positif, c'est-à-dire le virus de la démocratie réelle, le virus de la justice sociale, où entre nous, nous passerions le mot pour être capable d'élire un bonhomme, parce que le problème de l'élection d'un bonhomme, c'est qu'il va se faire tuer. Vous disiez, ils vont nous voir venir avec le tirage au sort, et l'Assemblée constitutionnelle désintéressée qui va désynchroniser le pouvoir politique et le pouvoir économique. Mais il y aura un combat contre ça. Hein, non mais il va être en danger de mort, le gars. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit très nombreux à le soutenir pour qu'il y en ait un autre qui surgisse, parce que c'est pas très important le bonhomme qui va soutenir cette idée-là. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des millions de gens derrière qui réclament la démocratie réelle. C'est des conditions culturelles. Et oui, mais qui se modifient. C'est-à-dire que l'Internet peut nous permettre. Les médias sont incapables, ils sont corrompus jusqu'à la moelle, ils sont incapables de transmettre ce message. C'est fou. Votre travail n'est pas relayé à la télé, le mien non plus. Alors que quand même, c'est des sujets qui sont plus intéressants, plus importants pour le bien public que le foot, la télé, les recettes de cuisine, qui prennent une place folle à la télé. Enfin, donc, je pense que c'est par l'Internet, avant qu'il le conchit, qu'ils le détruisent, qu'ils le salissent. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se débarrasser d'Internet, mais c'est le moyen qui doit nous permettre de nous passer l'info. De faire des réseaux, et de faire diffuser. De faire virus avant. Mais ça, je pense aussi qu'Internet peut jouer un rôle majeur de ce point de vue-là. Ça, c'est certain. Je crois que l'oligarchie en place ne s'en ira pas comme ça, par plaisir. Hein. Donc, elle ne s'en ira que si elle sent qu'il y a une pression très très forte. Très fort. Et la pression, elle vient de deux côtés. Elle vient soit des citoyens, effectivement, qui exigent un changement de système, bon, c'est une des parties, et puis des circonstances qui font que ça motive les citoyens. C'est-à-dire que si les citoyens voient effectivement qu'on va vraiment dans le mur, les gens vont se mobiliser à ce moment-là, ils vont s'intéresser à cette question. Mais tant que la situation est bonne et que les gens ont le ventre plein, ou une majorité de gens en tout cas, bon, évidemment, il y a peu de chances qu'ils se détermine, hein, ça c'est. Mais je crois, malheureusement, je crains que de toute façon on va aller vers des crises majeures. Alors, quand il y aura des crises majeures, évidemment, les choses vont pouvoir apparaître. Hein, ça c'est. Il me semble qu'on n'est pas prêt. C'est-à-dire que s'il y avait une crise aujourd'hui, s'il y avait une insurrection aujourd'hui, nous élirions une assemblée constituante. Et si Copé ou Hollande écrivent une constitution, et je prends cela, ça pourrait être n'importe qui, si un parlementaire écrit la constitution, il va programmer notre impuissance. Et je lui en veux même pas, c'est pas à lui d'écrire la Constitution. Donc c'est à nous, la cause des causes, c'est notre inculture, c'est notre négligence, c'est notre paresse au moment d'écrire la Constitution. Quand on dit dans la Constitution, mais j'y connais rien moi, puis j'ai du travail, j'ai pas le temps, il a envie de l'écrire, qu'il l'écrive. C'est à ce moment-là que ça se joue. Nous ne devrions pas nous désintéresser du processus constituant. Oui, Est-ce que vous avez écrit vous-même des articles de constitution? Est-ce que vous ne pourriez pas essayer d'écrire? J'ai rédigé de toute façon d'ailleurs une proposition de loi constitutionnelle, l'histoire à la fin du livre, qui était déposée à l'Assemblée et que 77 députés ont signé. C'est récent ça. C'est tout récent, ça date il y a 2 mois, 3 mois. Donc oui, ça je... Mais c'est pas une proposition de loi constitutionnelle, c'est-à-dire que vous avez ajouté quelques articles qui mettent en place on modifie l'article 11 actuel pour qu'il y ait des référendums d'initiative populaire. Et vous avez mis la barre à combien? 500 000, comme en Italie. En Italie, c'est 500 000. Il faut 500 000 signatures pour déclencher, oui, ça doit faire à peu près 2%. Mais 500 000, ça fonctionne. En Italie, il y a des référendums tous les ans. Est-ce que je peux vous suggérer une autre idée? Parce qu'on a beaucoup travaillé sur mon site sur le référendum d'initiative populaire. Yvan Bachot est un résistant que vous connaissez peut-être sur le référendum. Yvan Bachot, c'est quelqu'un qui a voué sa vie au référendum d'initiative populaire. Il pense que c'est la clé centrale qui nous libérera. Et il a raison d'une certaine façon. À mon avis, ça suffira pas. C'est une partie importante, mais ça suffira pas. Mais c'est très important son combat. Donc à l'occasion de sur mon forum, il y a un fil sur le référendum d'initiative populaire qui est très riche, où on a beaucoup travaillé. Et je vais vous suggérer cette idée que je trouve séduisante,
qui permet de faire mieux encore que les 500 000 signatures. Parce que 500 000 signatures, il faut quand même... Vous allez rater l'humain, le gars qui a l'idée géniale. Un humain tout simple, tout bête, peut avoir une idée géniale. Ouais. Alors écoutez cette proposition, c'est une idée, dites-moi ce que vous en pensez. L'institution en question s'appellerait la Chambre du référendum. Ce serait 500 citoyens, ou un nombre qu'on pourrait discuter, 500 citoyens tirés au sort, dont le boulot serait d'écouter les propositions de référendum. Donc, cette chambre du référendum, de gens normaux, de simples citoyens tirés au sort, aurait comme boulot d'écouter les gens qui ont l'impression d'avoir une idée géniale. Alors, on donnerait par exemple 2 heures à chaque citoyen qui serait de droit. Chaque citoyen aurait, et autant de fois qu'il le veut, aurait 2 heures pour parler à l'Assemblée, on va dire la chambre du référendum, aurait 2 heures pour parler à la chambre du référendum et essayer de la convaincre qu'il faut qu'il lui en parle encore plus. Et la chambre du référendum, à l'issue de ces 2 heures, pourrait voter elle-même en disant « Ok, c'est intéressant, continuez à décrire votre truc, on n'a pas fini, on n'a pas épuisé le sujet, continuez à nous dire. » Et puis il y aurait un échange, la chambre du référendum pourrait poser des questions, demander des détails, et comment on va faire ci, est-ce que vous êtes sûr de cela, bon. Et finalement, la chambre du référendum serait celle qui décide « Ok, ce sujet-là est intéressant, on va le soumettre au référendum. » Et il y aurait dans le pays 2 dates qui seraient les journées du référendum. Il y aurait la nuit du 4 août, donc il y aurait le 4 août qui serait une date anniversaire intéressante pour voter tous les référendums choisis par la chambre du référendum. Et puis 6 mois plus tard, je vous le donne en mille, le point cardinal opposé dans l'année du 4 août, la nuit du 4 août, la suppression des privilèges, c'est le 4 février, qui est la date de la félonie suprême de nos parlementaires qui ont intégré dans la Constitution française la Constitution européenne. Le 4 février 2008, nos parlementaires nous ont trahis. Enfin, pour moi, c'est un coup d'État absolu. Et ce serait l'autre fête du référendum. Il y aurait le risque suprême de la trahison des représentants. Et donc, il y aurait donc deux jours du référendum. Et ces jours du référendum seraient ceux où on discute où on vote sur les sujets qui auraient été choisis par la Chambre du référendum. Il y aurait des référendums. Il y aurait des référendums, et qui seraient d'initiative populaire, mais filtrés. C'est-à-dire qu'un homme pourrait suggérer, avec le filtre d'une assemblée tirée au sort, pour que ce ne soit pas n'importe quoi. Mais je dirais qu'il faudrait les deux à ce moment-là. On peut avoir ça. Et ce ne serait pas incompatible. Voilà, il faut aussi pouvoir faire directement sans préjudice. Oui, bien sûr. Sans passer par la chambre. Sans passer par le filtre d'une chambre. Un filtre, c'est Oui, parce qu'il risque d'avoir le biais, vous avez raison, de l'air du temps, de l'air du temps qui est fabriqué par des médias qu'on n'a pas encore. Mais dans l'hypothèse d'une assemblée constituante tirée au sort, je reviens à des citoyens qui établissent leur propre démocratie. On va voir apparaître des modifications qui dépassent le référendum, je pense. Parce que, bien sûr, les citoyens vont reprendre l'initiative, mais ils ne vont pas faire que ça. Ils vont s'occuper de séparer enfin les pouvoirs, ce que les pouvoirs eux-mêmes n'ont jamais fait, mais c'est parce que ce n'était pas à eux d'écrire la Constitution. Mais des citoyens tirés au sort, valeureux, tirés au sort, institueraient une vraie séparation des pouvoirs, en ne comptant pas que l'exécutif, le législatif et le judiciaire, qui était tout ce que Montesquieu pouvait prévoir, mais ils prévoiront le pouvoir médiatique, qui serait probablement institué comme les juges, c'est-à-dire que nous, les citoyens, nous payerions les journalistes comme on paye les juges, et on leur foutrait la paix après les avoir nommés comme on fout la paix aux juges parce qu'on considère qu'ils font leur boulot, et avec une responsabilité à laquelle il faut réfléchir à la responsabilité des juges. Il ne faut pas que les juges soient jugés par les juges eux-mêmes, et de la même manière, il ne faudrait pas que les journalistes soient jugés par les journalistes eux-mêmes. Donc il y a des mécanismes de contrôle à penser, mais nous, à mon avis, une assemblée constituante rajouterait le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire, qui ne pouvait pas être pensé non plus par Montesquieu parce qu'il n'avait pas encore assez émergé pour pouvoir voir le danger, mais il est essentiel, sûrement, et une assemblée constituante désintéressée le verrait. Je ne peux pas imaginer qu'elle ne le verrait pas après quelques heures, quelques jours, quelques semaines de débat. C'est pas possible qu'elle passe à côté du sujet monétaire. Il est essentiel que l'autorité monétaire ne soit pas privée. Enfin, c'est absolument essentiel qu'elle soit publique et sous contrôle, et pas sous contrôle d'élus qui vont avoir des visées électoralistes et qui vont les conduire à déconner sur le plan de la monnaie. Je sais bien, j'ai compris qu'un élu qui a besoin d'être élu risque de se servir de l'outil monétaire
de façon court-termiste et donc de façon déplorable pour l'intérêt général, et donc il faut que ce soit une autorité qui soit déconnectée de l'élection qui gère la monnaie, mais donc souvent, quand les adversaires de la démocratie directe mettent en avant le fait que les médias nous déforment, fabriquent l'opinion et font que les référendums vont être déformés donc par des actualités qui trompent les gens. C'est sans compter qu'une bonne constitution réviserait la gestion de nos médias. Nous instituerions des médias avec une autorité supérieure qui serait sous contrôle citoyen et pas cette parodie de Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'on a aujourd'hui. Et nous serions capables d'instituer des médias qui nous protègent ou qui nous informent honnêtement si nous révisions. Parce qu'on oui, sur les médias, je voudrais dire deux choses d'ailleurs sur les médias. Les médias, bon d'abord, les expériences historiques, empiriques qu'on a montrent que les électeurs ne suivent pas dans les référendums, même rarement, la tendance dominante des médias. Ça peut paraître curieux, mais les gens, aux élections, oui. Aux élections, les gens ont tendance à voter pour... c'est une très intéressante distinction que vous faites, ça, entre... Mais pas en termes de référendum. Ouais, moi, j'ai fait des expériences quand j'étais député. J'étais député d'une circonscription à Calais. Je vais dans un café, genre, je représentais le RPR à l'époque, donc parti de droite. Et puis, j'entre dans un café. Le patron du café rigole en disant « Oh là, monsieur Blot, vous n'avez pas beaucoup de chance. » Parce qu'ici, il n'y a que les communistes. C'est même d'ailleurs le café de la cellule communiste depuis 50 ans. Ouais. Alors, je dis, je peux quand même boire une bière. Ah oui, bien sûr, vous pouvez boire une bière, vous êtes le bienvenu, hein. Mais je ne pense pas que vous aurez beaucoup de voix. Alors je dis, je peux distribuer mes tracts? Alors il rigole, il dit, oui, distribuer, on va bien voir comment réagissent les clients. Les clients, c'était tous des types, il y a une cinquantaine d'années, ils étaient en bleu de chauffe. Alors je commence à distribuer les tracts dans un silence de mort. Alors je me dis, oh là là, on va peut-être se faire virer physiquement. Mais non. Alors je leur dis, bon, écoutez, puisque je suis là avec vous, hein, autant parler un peu politique, hein, eh bien, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation nationale? Alors les types réalisent, ouais, l'éducation nationale, c'est le désordre, il n'y a pas d'autorité, c'est la pagaille. Alors je dis, mais vous ne croyez pas que c'est un peu de la faute de la gauche, ça? Ah non, monsieur Blot, c'est pas de la faute de la gauche, c'est de la faute des socialistes. Mais nous, les communistes, on est pour l'ordre. Alors je dis, oui, ça c'est vrai, en général, les communistes sont plutôt pour l'ordre, ça ne peut pas dire le contraire. Bon. Mais donc, vous êtes en désaccord avec ce qui se fait actuellement, et oui, il faut faire une réforme de l'éducation nationale pour rétablir notamment l'autorité des enseignants, etc. Bon. Je dis, bon, c'est pas inintéressant. Je vois, alors parlons d'un autre sujet en matière de criminalité, de délinquance. Alors les types, on veut la peine de mort. Je dis, mais ça, c'est pas le programme du Parti communiste. Ils me disent, non, mais à Paris, ils disent n'importe quoi, c'est des intellos, etc. Bon, alors, je dis, bon, c'est intéressant de voir votre point de vue. Et puis, on prend 3 ou 4 sujets comme ça. Et puis, je leur dis, mais finalement, je vois que sur certains points, il y a des convergences. Alors, vous allez peut-être voter pour moi. Ah non, monsieur Blot, on ne peut pas voter pour vous. Nous, on est ouvriers, donc on vote pour le parti des ouvriers. Vous représentez le patronat. On ne peut pas voter pour quelqu'un qui représente le patronat. Alors je dis, mais je ne représente pas le patronat. Ils n'avaient pas complètement tort quand même. Hein. Alors justement, je lui dis, je ne représente pas le patronat, je représente tout le monde. Non, ça c'est pas vrai, c'est de la propagande de droite, votre truc. Mais on ne marche pas. Donc on ne votera pas pour vous. Je dis, mais vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec Paris sur un certain nombre de points. Ah oui, ça c'est vrai, parce que la direction du parti, il y a des trucs, on n'est pas d'accord. Hein. Alors vous allez faire quoi? Il y en a qui disent, moi je vais m'abstenir, un autre, moi je vais m'abstenir, un autre, moi je vais m'abstenir. Et puis je ressors du café après, en me disant, on a gagné des demi-voix. Bon, c'était pas oui, parce qu'un communiste qui s'abstient, pour moi, c'était évidemment un bon coup. Alors j'en tire la conclusion que quand on demande à des ouvriers communistes pour qui vous allez voter, ils disent, on va voter pour le Parti communiste, ce qui est normal. Mais si on leur pose des questions très précises, est-ce qu'il faut construire un pont à tel endroit dans votre ville? Est-ce que vous êtes pour la création d'un impôt nouveau ou la suppression d'un impôt, etc. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils ne tiennent plus du tout compte des directives des partis. Et ce serait la même chose à droite, hein, il me semble. Ah oui, ce serait pareil des deux côtés. Parce que les gens parlent avec leur vécu existentiel. Alors, j'ai tendance à appeler ça la démocratie existentielle parce qu'elle se fonde sur des informations de la vie quotidienne des gens. Donc la démocratie dans laquelle on vit est une démocratie formelle, où les gens recopient à peu près ce que... Comment vous appelez ça vous avez une expression qui est intéressante sur le fait qu'on se sert de l'information mimétique, c'est ça? Ah oui, l'information est mimétique. On prend des décisions mimétiques. C'est-à-dire que pour les élections, on prend des décisions mimétiques, alors que dans des référendums, on a plus expérimental, voilà, et on a. Je découvre ce concept. Et c'est pour ça que le média classique n'est pas très pertinent pour donner des ordres aux gens quand il y a des référendums. Et c'est pour ça que d'ailleurs on le voit en Suisse, en Californie, etc. Généralement les médias défendent une certaine thèse et les électeurs votent exactement l'inverse. Mais ça arrive vraiment très fréquemment. Hein.
Donc la logique du système change. Alors ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Maintenant, la deuxième remarque, c'est que les médias, effectivement, alors avec la démocratie directe et avec les référendums, les médias changent un petit peu de nature, à condition qu'il y ait un minimum de réglementation. Mais je vois, en Suisse, par exemple, on donne en général la moitié du temps à ceux qui sont partisans du oui et la moitié du temps à ceux qui sont partisans du non. C'est comme ça, tout le monde s'exprime. Oui. Alors il se peut que sur un sujet controversé, tout le monde soit contre, sauf un seul groupe qui est pour. Ben, celui qui est pour, il aura la moitié du temps. Et ça me paraît normal, puisque le débat, c'est oui ou non. Eh oui. Donc on ne doit pas faire autrement. Alors, je crois que donc, dans une démocratie référendaire, les médias ne fonctionnent plus de la même manière qu'en démocratie parlementaire. Et puis vous disiez aussi que les parlementaires, et c'est tout à fait pertinent, je suis sûr que c'est vrai, vous disiez que les parlementaires suisses, sachant qu'ils peuvent être contredits par un référendum à tout moment, font attention, beaucoup plus attention à ne pas instituer ou voter une loi qui risquerait de l'être. Le parlementaire suisse ne fonctionne pas préventif, comme le nôtre, et ça permet de ne pas avoir tant de référendums que ça. C'est-à-dire que... Oui, alors il y a deux choses. Effectivement, d'abord le fait que les parlementaires sont très à l'écoute du peuple pour éviter le référendum, justement. Est-ce qu'ils sont toujours amateurs? Ils sont toujours à 600 € par mois? Et alors, ils sont toujours à 600 € par mois et ils y tiennent beaucoup parce qu'ils veulent éviter la formation d'une classe politique. Pas de professionnels, voilà. Comme à Athènes, ça c'est un point commun avec Athènes. Alors c'est vrai qu'en Suisse, la plupart des députés ils ont un métier à peu près, ils continuent à exercer leur métier. Donc ils sont peut-être plus dans le monde réel que le député qui lui évidemment vit avec ses collègues. C'est vraiment un exemple passionnant, les Suisses. Ah oui, c'est un exemple très intéressant. Et pas aimé du tout par mes copains de gauche parce que l'exemple, c'est un pays de gens qui sont quand même qui donnent. Mais c'est vrai quand même, ça donne une image d'un peuple qui est quand même assez égoïste quand on est neutre comme ça et que il y a tellement d'argent et que c'est vrai que celui qui est neutre, c'est celui qui s'engage pas et qui laisse la victime crever quand même. Hein. Je force le trait exprès, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, s'ils n'avaient pas été neutres, ils auraient été écrabouillés immédiatement, donc ils n'avaient pas le choix. Alors voilà, c'est une façon de survivre, mais c'est vrai que c'est pas. Enfin, pour quelqu'un qui a l'impression d'être humaniste, c'est pas reluisant d'être neutre. La neutralité suisse, c'est la neutralité de l'État suisse, mais ça n'interdit pas du tout aux individus de s'engager. Et je rappelle que la Suisse a inventé la Croix-Rouge, par exemple, des institutions humanitaires. Il y a beaucoup d'institutions humanitaires en Suisse, en fait. Enfin, mais ça reste des citoyens. Alors l'image, de toute façon... L'image de la Suisse est assez dégradée. La Suisse n'est pas bonne. Alors de même, on est persuadé, notamment à gauche, que la Suisse tire toutes ses ressources du monde bancaire. Oui. En fait, non, mais on a des statistiques. Ah non, c'est 10%. 10% du PNB suisse, si, 10% du PNB suisse vient des banques. Parce qu'en réalité, la Suisse est un pays industriel considérable. Il y a une industrie chimique, quand si vous allez à Bâle, là, ça n'en finit plus. Il y a énormément d'industrie chimique, énormément d'industrie électromécanique, énormément d'informatique. Et c'est un pays industriel, d'abord. Et financier aussi, mais secondairement. Donc il y a une image qui ne correspond pas à la réalité. De toute façon, personne n'a intérêt à dire du bien de la Suisse. La droite oligarchique ne dira pas du bien de la Suisse parce qu'elle a peur de la démocratie directe. La gauche ne dira pas du bien de la Suisse parce que ça apparaît effectivement comme un pays capitaliste. Bon. Et puis il faut se méfier des réputations. C'est Onfray qui dit que la réputation est la somme des malentendus qui s'accumulent sur la tête. Alors vous avez un homme de gauche quand même qui adorait la Suisse. Ça fait un petit moment maintenant, c'est Victor Hugo. Qui n'a pas toujours été de gauche, qui a commencé par être de droite, qui est devenu de gauche. Victor Hugo, dans La Légende des siècles, écrit dans l'histoire des peuples, la Suisse aura le dernier mot. Parce que pour lui, c'était le bastion de la liberté. Et pour Rousseau aussi. Oui, pour Rousseau, Rousseau était citoyen genevois, donc effectivement. Oui. Il aimait bien, et on comprend ce qu'il écrit sur la Suisse est passionnant. Rousseau a une double face, je dirais. Oui, c'est vrai. Donc je crois qu'on a effectivement intérêt à étudier la Suisse de plus près, ce qu'avait fait Solzhenitsyn aussi d'ailleurs. Il en parle beaucoup dans le grain entre les murs. Il y a une vingtaine de pages à peu près. Oui, Ah oui, ça l'avait fasciné. Et puis après, il est parti aux États-Unis. Alors ça, les États-Unis l'ont beaucoup déçu. Cela dit, aux États-Unis, mais c'est pareil, c'est au niveau local. Dans la Nouvelle-Angleterre, les villes fonctionnent sans conseil municipal aussi. C'est l'Assemblée des citoyens, comme en Suisse. C'est passionnant ça. Dans le Maine, etc., dans ces régions-là, tout à fait du nord-est des États-Unis. On pourrait faire une liste. Vous faites des bonnes listes de référendums, de sujets, de décisions, et la liste des pays dans lesquels on est en démocratie directe, c'est-à-dire que les gens votent leur propre loi. Là, ça m'intéresse intégral. Ça, c'est vraiment intéressant. Et je reviens sur une question que je vous posais tout à l'heure, qui à mon avis est décisive quand même. C'est comment est-ce qu'on fait c'est décisif pour organiser la nôtre de démocratie. Comment est-ce qu'on fait
pour décider les sujets la subsidiarité, les sujets qu'on se réserve, qu'on garde pour nous au niveau local, et comment on fait pour décider des sujets qui nécessitent, qui montent. Moi, je crois qu'il faut comment adopter. Alors, comme disent les faire juristes, il faut que la compétence générale soit dans les mains des communes, c'est-à-dire le niveau le plus proche du citoyen. La généralité. Ça, c'est la compétence générale. Les compétences d'attribution, comme on dit en droit, c'est-à-dire d'exception. Des compétences d'exception. Ouais. Normalement, ça doit être rédigé dans la Constitution. C'est-à-dire que l'Assemblée constituante doit effectivement prévoir les cas. Examiner, oui, des routes nationales, évidemment, ça peut pas se décider au niveau communal, par définition, voilà. Puisqu'elles vont d'une commune à l'autre. Donc, la production d'électricité. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui doivent être. Alors ça doit se faire, ça doit se rédiger dans les constitutions, je pense. Mais autrement, il faut garder le maximum de compétences possibles, effectivement, au niveau communal. Parce que c'est là que les gens peuvent intervenir le mieux. Ce qui est assez curieux, c'est que, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres exemples, je ne sais pas, ça c'est un travail d'historien, il faudrait repérer ça, mais il n'y a pas qu'en Suisse que ces assemblées communales existaient. Par exemple, en France, ça existait, mais personne ne le sait. Dans les Alpes, dans la région de Briançon, il y avait ce qu'on appelait la République des Escartons. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. La République des Escartons, c'est très intéressant parce que c'est un exemple français, justement. La République des Escartons a été constituée au moment de la Renaissance, à peu près sous François Ier. C'est un nom marrant. Oui, parce que le duc de Dauphiné, Humbert, était ruiné, il n'avait plus d'argent. Et alors, il a vendu une partie de ses compétences ducales au peuple, en disant, voilà, vous me donnez de l'argent, mais en échange, vous aurez le droit de voter vous-même vos impôts, vous aurez le droit de voter vous-même vos lois et d'élire vos représentants. Et en échange, vous me donnez de l'argent. Alors, ça a marché, il y a une charte qui a été signée, une espèce de contrat qui a été passé, le duc a récupéré le fric des gens, mais en échange, il leur a donné ses pouvoirs, définitivement. Et puis ensuite, comme il n'avait toujours pas assez d'argent, il a vendu le Dauphiné au roi de France. C'est comme ça que c'est devenu français. Et les rois de France, bon, ils ont trouvé ça bizarre, ils ont vu comment ça fonctionnait, mais ils n'ont jamais voulu s'y opposer en disant, après tout, c'est des privilèges locaux, bon, il faut les respecter, donc on n'y touche pas. Même Louis XIV, personne n'y a jamais touché. Et il a fallu, curieusement, que ce soit la Révolution française qui... On vient à bout. Bah oui, parce que ils sont pas républicains. Ils sont arrivés de Paris, ils sont arrivés à Briançon, et ils ont dit il faut que vous adoptiez la République. Alors, les Jacobins. Alors les gens locaux, ils ont dit mais la République, on l'a. Depuis François Ier, voilà comment ça marche chez nous. Stupéfaction des représentants parisiens, évidemment. Qui disent non, mais ça c'est pas possible, parce qu'il faut que ce soit pareil partout. Vous ne pouvez pas avoir un régime différent du régime de Paris. Donc il faut vous aligner sur Paris, parce qu'on ne va pas faire des milliers de petites républiques différentes, il faut une seule république, unie et indivisible, etc. Et du coup, ils ont aboli, par un décret de la Convention, on a aboli les privilèges, alors c'était considéré comme des privilèges, évidemment. Et c'était des libertés. C'était des libertés, ouais. Et donc, au nom de la lutte contre les privilèges, on a supprimé les libertés de cette province. Donc on avait une province qui fonctionnait comme ça, et c'est la Révolution française, contrairement à tout ce qu'on croit dans les livres d'histoire, qui l'a supprimée. C'est assez... Oui. Un peu de la même façon que les monnaies parallèles, les expériences de monnaie parallèle, de monnaie libre, où les communes créent leur propre monnaie et font disparaître le chômage dans les semaines qui suivent. Ce sont les banques centrales, donc les jacobines qui mettent fin aux expériences de liberté monétaire. Ouais. S'il n'y a pas de banque centrale, d'ailleurs, à la limite, effectivement, le problème du contrôle du pouvoir monétaire ne se pose plus à ce moment-là, parce qu'il y a la concurrence des Mais à mon avis, moi j'ai l'impression qu'il faut une banque centrale, mais qu'elle soit publique, surtout qu'elle soit publique et respectueuse du bien commun. Si vous voulez, je sens bien, dans votre bouquin, c'est un point de controverse qui vous intéressera peut-être, mais entre les libéraux, c'est un point de désaccord que j'ai avec les libéraux, mais qui, à mon avis, peut faire l'objet de discussion. Je tiens à l'État et je vois bien que les libéraux craignent l'État. Mais je crains aussi l'État, je crains le Léviathan aussi. Mais je pense que je m'aperçois à 50 ans que je deviens anard, quoi. Mais anard, ça ne veut pas dire... En découvrant ce que c'est que le mot anarchiste, je découvre que ce n'est pas du tout le désordre, c'est l'ordre. C'est l'ordre sans l'abus de pouvoir. Et à ce moment-là, le mot anarchiste devient bien plus fréquentable. Et finalement, on l'est tous d'une certaine façon. Les libéraux sont d'une certaine façon anarchistes quand ils cherchent à se protéger de tous les abus, de tous les pouvoirs. Ouais. C'est anarchiste, ça. Et d'ailleurs, anarcho-libéral, oui. Et donc, si vous voulez, il y a une idée d'un anarchiste très connu, un grand bonhomme qui s'appelle Chomsky, et qui décrit, je trouve, qui a une bonne image pour décrire l'État, qui dit qu'effectivement, l'État est une cage. Effectivement, l'État est une cage qui nous encage, mais ces barreaux nous limitent, mais en même temps, ils nous protègent des prédateurs, des fauves qui sont à l'extérieur. Et ce que dit Chomsky, c'est repousser les barreaux de la cage, libérer l'étreinte de l'État, mais garder l'État.
Et je trouve que l'image est forte, Je suis c'est-à-dire d'accord avec ça. que Je pense pas que la liberté, l'État. parce que souvent je vous entends parler de liberté, et je me dis, et j'écris dans la marge, je vous ai écrit dans la marge, et je vous dis, mais quand même attention, quoi, la liberté, et comment faire pour protéger, pour instituer la liberté du plus grand nombre sans limiter drastiquement la liberté des plus forts? Et il faut bien enfin, on n'y coupe pas, il faut limiter la liberté des Le plus plus forts. dangereux, je dirais, c'est la liberté irresponsable. C'est pas forcément la liberté des plus forts. Patrick aimerait bien mais le problème, tient c'est... beaucoup à la responsabilité. Ah je oui, suis là mais je complètement crois que d'accord. Patrick a raison, parce que ça, c'est fondamental. La responsabilité limitée des entreprises, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui responsabilise les gens? C'est le droit de propriété. Quand vous avez une banque qui appartient à M. Rothschild, comme c'était le cas au XIXe siècle, eh bien, il prête avec son propre argent, donc il ne va pas faire n'importe quoi. Rothschild, il crée déjà l'argent, je pense. C'est une vieille affaire, la création d'argent par les banques privées. Mais, oui, il crée aussi de l'argent, mais je veux dire, il s'auto-limite parce qu'il ne veut pas prendre des risques excessifs qui pourraient mettre en cause son patrimoine. Mais aujourd'hui, on voit l'inverse. Non, mais tout est relatif. Je ne dis pas que c'est parfait. Oui. Mais le système actuel, c'est que vous avez des dirigeants de banque qui sont des salariés. Oui, c'est vrai, ce que vous dites des managers qui sont irresponsables. L'actionnariat est complètement dispersé, un actionnaire n'a aucun pouvoir, et le manager, il fait ce qu'il veut. Pratiquement, parce que l'Assemblée Générale des Actionnaires n'a en fait aucun pouvoir sur lui. Galbraith a été des choses formidables là-dessus. Et comme il est gestionnaire, lui, à court terme, et qu'il n'est pas propriétaire de la banque, ce qu'il veut, c'est que ce soit juteux à court terme, le plus vite possible. Donc il faut rapporter de l'argent. Voilà, alors il faut que ça rapporte tout de suite de l'argent, quitte à prendre des risques complètement fous. Et c'est ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a tous ces managers qui prennent des risques complètement fous, parce qu'ils croient aussi dans les experts, donc ils croient qu'avec des modèles mathématiques, etc., ils vont réguler les risques. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Mais est-ce que ce ne sont pas, comme disait Montesquieu, tous les pouvoirs, toutes les forces qui ont une tendance à s'autonomiser? Tout pouvoir va jusqu'à la limite. Tout pouvoir va jusqu'à ce qu'il trouve une limite. Et tout pouvoir va jusqu'au bout de son pouvoir. Et finalement, ce qu'on observe, je trouve, depuis toujours, c'est que les pouvoirs ont une tendance à s'autonomiser. Et donc les managers et les actionnaires aussi essayent de s'autonomiser. Et finalement, on a besoin, pour contrecarrer ces processus, qui sont quasiment comme des lois physiques, l'autonomisation des pouvoirs, on ne peut pas la nier, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, ou même la diaboliser, ça ne sert à rien de la diaboliser. Ça ne sert à rien de diaboliser un pouvoir qui abuse. Il faut surtout réfléchir aux limites. Oui, et donc, en fait, la réflexion institutionnelle, elle est centrale, y compris dans l'entreprise. Qui écrit les règles de l'entreprise ? Il ne faut pas que ce soit ceux qui sont au pouvoir dans l'entreprise, sinon, dans n'importe quelle association, le bureau n'est pas celui qui peut changer les statuts, enfin, ce ne sont pas ceux qui exercent la direction, c'est une assemblée générale qui n'est pas celle qui exerce le pouvoir. Et donc je pense que la réflexion institutionnelle sur le processus constituant, on gagnerait y compris dans l'entreprise, on gagnerait à la... Il faut sûrement réfléchir dessus, au processus. La qualité qui écrit les règles? Effectivement, non, mais ça c'est vrai. Mais moi je crois, ce qui est très important, c'est que le pouvoir soit enraciné dans quelque chose. Donc pour vous, la propriété est un vieux bon gage de... Moi je préfère me dire propriétariste que de me dire libéral, parce que libéral c'est la liberté des échanges, mais ça c'est important, mais c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la propriété. Et la propriété, il faut qu'elle soit diffusée, évidemment. Il faut que tout le monde soit propriétaire. Mais là aussi, le propriétaire, il a une tendance mécanique à s'autonomiser, à augmenter son pouvoir, et là c'est un jeu à somme nulle. Il ne fera pas n'importe quoi. Oui, mais il va avoir tendance à prendre sur la propriété des autres. C'est-à-dire que celui qui a trop de propriété, c'est confiscatoire, il en prive plein d'autres quand même. Moi, je suis pour... là, c'est sûrement un point de désaccord, mais il me semble qu'on devrait limiter... On a besoin d'inégalités pour que les gens aient des moteurs pour se donner du mal, mais, et même peut-être de fortes inégalités, mais il faut les limiter. Une société qui veut une concurrence, mais il ne faut pas mettre trop de sel. Quand on généralise la concurrence comme on le fait en ce moment, c'est-à-dire qu'on généralise la guerre civile, c'est complètement déconnant. Il faut qu'elle soit réglée, la concurrence. Et les inégalités, vous avez raison aussi, je suis d'accord sur l'idée d'admettre des inégalités, peut-être même importante, parce que si quelqu'un est très très utile et se donne beaucoup de mal, et ok qu'il ait des... Mais à mon avis, une société pour se pacifier devrait mettre des limites à la propriété et aux revenus.
un revenu maximum. Alors qui fixe la limite? Pour moi, c'est le référendum. Hein. Absolument. Ce sont les citoyens qui doivent le décider. Exactement, je suis Il faut qu'il y ait d'accord. une majorité de gens qui soient d'accord. Et dans une société où vous avez un certain niveau d'éducation et où vous avez des classes moyennes très nombreuses composées de petits propriétaires, c'est eux qui vont être déterminants. Ça va être compliqué. Parce que moi, j'ai assez confiance dans le petit propriétaire. Enfin, c'est déjà une tradition de gauche aussi. Hein. Proudhon pensait la même chose. Bien hein. sûr, oui. Mais ce qui est dangereux, c'est le grand propriétaire, le très grand propriétaire. Ça, c'est vrai. Ben oui, pour la société, non, c'est quand même vraiment dangereux. C'est des Grecs, là. Mais voilà, c'est la démesure, oui, bien sûr. Donc, si vous avez un système, par exemple, parlementaire, oligarchique, le grand propriétaire fait ce qu'il veut, pratiquement. Voilà, parce que les cartels, les grandes banques, elles font ce qu'elles veulent, quitte à même à tomber en faillite et à obtenir de l'État que le contribuable est en flou, ce qu'on est en train de faire, ce qui est une escroquerie absolument épouvantable. Mais bon. Casse du millénaire. Mais il n'y a que les Islandais qui s'en sont bien tirés pour l'instant, d'ailleurs. Par référendum. Oui, par référendum. Mais par contre, les petits propriétaires, s'ils sont extrêmement nombreux, ils vont fixer des règles, évidemment, dans leur intérêt. Ils sont comme tout le monde. Hein. Mais leur intérêt, justement, c'est d'empêcher les excès. Alors, est-ce que je crois que le référendum est stabilisateur, mais à condition d'avoir des grandes classes moyennes. C'est un peu le problème, je crois, du Venezuela, c'est que le système institutionnel mis en place est Qu'est-ce que vous vouliez dire tout à l'heure, oui, c'est qu'il n'y a pas de classe moyenne. C'est la grosse difficulté, mais ça, le président vénézuélien, il ne peut rien, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, ça évoluera avec le temps. C'est une société, comme beaucoup de sociétés moins développées, vous avez une masse énorme de pauvres et puis quelques personnes très très riches. Donc il n'y a pas de classe moyenne pour stabiliser le système. C'est intéressant ça. C'est ça la difficulté. Il y aurait beaucoup de pauvres. Alors bon, c'est les pauvres qui sont les plus nombreux. Et donc c'est eux, vous voulez dire, qui prennent des décisions. Oui, mais ils ne prennent pas toujours des décisions très sages. Tandis que la classe moyenne, elle est toujours par définition, je dirais, elle est dans le juste milieu. C'est la thèse d'Aristote, hein, c'est pas nouveau. Hein, c'est la thèse d'Aristote. Moi, je crois que le système démocratique ne fonctionne que si les classes moyennes sont nombreuses, ce que pensait déjà Aristote. Aristote n'aimait pas du tout la démocratie, hein, il en disait pique-pendre. Hein, les 80%, oui, voilà. Mais la plupart des philosophes ont commencé, on dirait qu'ils sont advenus pour ça. Ils portaient la démocratie en détestation et les démocrates s'en fichaient pas mal. Hein. Les démocrates vivaient leur démocratie, ils n'écrivaient même pas leur constitution, c'est pas eux qui ont écrit la constitution d'Athènes. Mais ils la vivaient, ils l'instituaient. C'est dangereux Enfin, c'est dangereux. Il faut savoir que quand on lit la démocratie, ou même Socrate, sous la plume de Platon, la démocratie a été platonisée, Socrate a été platonisé, et Platon était un oligarque. Ah oui, c'était un pur jus, un oligarque. Donc il faut le savoir, quoi. C'est intéressant, c'est quelqu'un de passionnant, mais il faut savoir que c'était un oligarque. Donc on va prendre pour argent comptant ce qu'il dit de la démocratie. Enfin, je pense en tout cas qu'il faut que la démocratie soit enracinée dans la classe moyenne. Ça, je crois que. Mais enfin, c'est le cas, hein, dans les pays comme le nôtre, c'est tout à fait le cas. Mais dans la mesure où il n'y a pas de référendum et il n'y a pas de contrôle populaire, ces classes moyennes ne peuvent pas s'exprimer. C'est uniquement le sommet de la société qui s'exprime. Un petit peu comme les riches à Athènes ne pouvaient pas exercer le pouvoir parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Voilà. Parce qu'à Athènes, pendant 200 ans, ce sont les pauvres qui ont dirigé. Et sans écraser les riches d'ailleurs. Non. Mais attendez, c'était des pauvres. Oui, c'était des pauvres. Ils étaient enracinés dans leur famille, dans leur propriété, ils travaillaient, c'est ça. Ce qui est terrible, c'est le pauvre enfin le prolétaire, je dirais, au sens de Marx. Le lumpen prolétariat. Parce que lui, il n'a plus rien à perdre, étant donné qu'il n'a rien de malheureux, et donc il peut être amené à des situations excessives, à avoir des points de vue excessifs, et à vouloir confisquer les autres, etc. Tandis que la personne, je dirais, qui a un patrimoine modéré, n'a pas du tout cet intérêt-là. Est-ce que, si vous regardez une de mes conférences, il faut se méfier des deux excès, je pense. Vous observez une intuition que je suis en train d'avoir, et je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que le capitalisme, avec son injustice actuelle, parce que je trouve que les règles sont très injustes, ceux qui travaillent le plus, avec les métiers les plus difficiles, les moins valorisants, qui sont sous-estimés par tout le monde, qui gagnent le moins alors qu'ils ont les conditions de vie les plus pénibles, je trouve ça profondément injuste par rapport à ceux qui ont les travaux les plus intéressants, les plus valorisants, qu'on regarde comme des héros et qui sont extrêmement bien payés. Je trouve ça profondément injuste et pas efficace. Je suis sûr que parmi tous ces gens maltraités, il y a des tas de gens qui seraient très efficaces pour la société si on leur donnait... Donc je suis sûr que... Et ce droit injuste, ce droit capitaliste, il est advenu dans le cadre du gouvernement représentatif, pendant les 200 ans de gouvernement représentatif. Et je trouve qu'il y a un lien logique puissant à ce que... Et je retrouve dans votre livre les mêmes intuitions. C'est-à-dire que quand vous dites... il y a quelque chose qu'on a perdu par rapport à l'ancien régime, de la limitation du pouvoir des marchands, de la limitation du pouvoir des riches, des ultra-riches. Il y avait des limitations qui ont sauté avec la Révolution française. Moi, je trouve qu'avec le gouvernement représentatif,
c'est-à-dire ce régime dans lequel on fait confiance à notre volonté individuelle pour désigner nos maîtres, parce qu'on les désigne, on va avoir de meilleurs maîtres. C'est ça le rêve, le mythe du gouvernement représentatif, c'est de dire, si vous désignez vos maîtres, vous verrez, ils seront meilleurs. Ouais. Et ce qui, après 200 ans d'expérience concrète, montre que ça ne marche pas du tout quand même. Mais il me semble que ce nouveau gouvernement, qui est historique dans l'histoire des hommes, on n'avait jamais connu ça, correspond chronologiquement à la période du capitalisme. C'est-à-dire que ça a permis aux marchands, en finançant, et vous n'en parlez pas vous dans votre bouquin, mais peut-être est-ce simplement parce que vous n'y avez pas pensé, mais il me semble que c'est par les campagnes électorales, le financement des campagnes électorales, que les riches, les commerçants, et principalement les commerçants d'argent, c'est par le financement des campagnes électorales que les riches, donc les riches économiquement, prennent 100% du pouvoir politique, donc deviennent riches politiquement, alors qu'avant, ils n'étaient pas les 100%. Les riches n'avaient pas 100% du pouvoir, ils devaient composer avec les princes, composer avec les nobles, composer avec les clergés. Il y avait des tas de contre-pouvoirs aux commerçants et aux banquiers dans l'Ancien Régime. Et avec le gouvernement représentatif qui permet aux riches d'acheter les acteurs politiques et donc de faire d'eux des débiteurs, c'est le mécanisme de la servitude par la dette, un mécanisme que les marchands et les commerçants connaissent bien et qu'ils appliquent enfin au pouvoir politique par le mécanisme du gouvernement représentatif, par le mécanisme de l'élection et donc de la campagne électorale. J'observe que chronologiquement ça colle en tout cas, c'est à partir de ce moment-là où les marchands ont réussi à imposer leurs règles, leurs droits injustes qui donnent tous les droits aux propriétaires, le droit de faire travailler les gens jusqu'à... Alors au début c'était sans limite, il a fallu des luttes pour en venir à bout, mais ce droit injuste du capitaliste, il a été rendu possible par le faux suffrage universel qui permet aux riches de financer les campagnes électorales. Est-ce que ça paraît plausible ça, et du même coup on arriverait à réduire l'hubris du capitalisme en sortant de ce faux suffrage universel avec les mécanismes. L'argument est extrêmement logique, mais pour avoir été moi-même candidat aux élections pendant 15 ans... Et est-ce que vous avez financé votre campagne électorale? Est-ce que vous deviez votre campagne... je ne sais pas si vous allez pouvoir non, les 10 dernières années, le financement se faisait par l'État. J'ai emprunté auprès d'une banque, et la banque donc finançait ma campagne électorale, et ensuite je remboursais la banque avec la subvention de l'État que je recevais à condition de faire plus de 5% des voix. Avec la condition, il faut faire plus de 5% des voix. Mais comme j'ai toujours fait plus de 5% des voix, j'ai toujours pu rembourser mon banquier. Donc c'est à ça que je ne dépendais pas du tout financement public. Vous êtes financement public, c'est ce vous n'aviez pas l'impression du tout de dépendre d'un financement? Ah non, non. Pas l'impression et pas vous ne dépendiez pas non, ça réellement non. Non. Par contre, je dépendais de mon parti politique, parce que si mon parti politique me mettait à la porte, j'avais plus d'étiquette. D'investiture, et donc l'étiquette, et donc la... Et là, les électeurs ne vous suivent pas. Si vous êtes candidat indépendant, donc donc ce lien, il serait indirect par la courroie des partis politiques. Parce que les partis politiques sont un petit peu financés par les plus riches. Je pense que c'est un secret de Polichinelle, ça quand même. Les partis politiques ont besoin de l'argent des... Oui, mais c'est plafonné actuellement. C'est très réglementé en France maintenant. Mais est-ce que les réglementations sont respectées? Je ne sais pas ça. Le parti en tant que tel est réglementé. Les campagnes électorales en tant que telles sont réglementées. Maintenant, ce qui n'est pas réglementé, ce sont les individus. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des individus, un homme politique, un grand chef politique, il peut obtenir de l'argent, effectivement, mais ça, c'est... Et après, il peut l'obtenir après son mandat. Mais ça, c'est à titre personnel. C'est pas pour une campagne électorale. Ça, c'est... Et puis alors, il y a eu d'autres trucs qui se sont produits pendant des années, mais ça c'est connu, on en parle devant. C'est le financement par l'étranger, des chefs d'État des pays du tiers-monde qui financent nos candidats, enfin, ça c'est vrai, ça. C'est très documenté, quoi. La corruption des élus, j'ai plus de 40 livres sur le sujet, quoi. Il y a vraiment... La corruption des élus, c'est quand même un vrai problème. Je ne dis pas que tous les élus sont corrompus, mais le mécanisme corrupteur qu'il y a dans l'élection, par construction, sera élu celui qui a convaincu, donc... Ça donne une prime au menteur, celui qui va mentir. Quand vous légiférez, vous êtes approché par des groupes de pression qui vont vous dire on aimerait qu'il y ait l'article temps, etc. Il y a des cas où des députés se font payer pour lancer un amendement. Moi j'ai vu ça au Parlement européen. Et puis on l'a vu en Angleterre, ils ont été mis à jour par des journalistes qui les ont... Alors il est plus facile, je crois que c'est Lamartine qui disait, il est plus facile d'empoisonner un verre d'eau que d'empoisonner une rivière. Alors c'est plus facile, effectivement, de corrompre un député que de corrompre le peuple. Alors, d'où l'avantage là aussi du référendum. Le référendum est un mécanisme anticorrupteur. Parce que vous ne pouvez pas corrompre des millions de gens. Un référendum, il faut 50%, donc il faut des millions. Absolument. Tandis que les députés, évidemment, ce ne sont que des hommes. Donc ils peuvent être sensibles à des tentations, alors que la masse totale du peuple n'est pas sensible à ces mêmes tentations. Donc c'est aussi un élément de... Donc on a
Anticorrupteur. On a deux mécanismes anticorrupteurs, le référendum et le tirage au sort. Oui. Parce que le tirage au sort est équitable Ah bah, et aussi. incorruptible. Oui, ça c'est sûr, Non, mais le tirage au sort, je trouve que c'est très intéressant. Hein. C'était une hypothèse que je n'avais pas du tout envisagée au départ. Et à mon avis, complémentaire. Mais ça peut être tout à fait complémentaire. Parce que les chambres de contrôle de nos différents organes, si vous voulez, on va avoir besoin d'organes, on va avoir besoin d'outils d'organes qui vont produire le droit, qui vont exécuter le droit, qui vont trancher le droit, qui vont interpréter le droit, qui vont appliquer le droit à la police. Tous ces organes-là, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'on leur donne du pouvoir, parce que nous consentons au pouvoir, tous ces organes-là sont par essence, par construction dangereux. Et parce qu'ils ont du pouvoir, il y a un risque qu'ils abusent. Donc il s'agit de les contrôler. Voilà. Ouais. Donc il faut qu'ils rendent des comptes, donc il faut qu'il y ait une constitution qui les oblige à rendre des comptes, donc il faut que cette constitution ne soit pas écrite par eux-mêmes, sinon ils ne vont pas prévoir la reddition des comptes. Mais tous ces organes mériteraient d'être contrôlés, et le tirage au sort peut être la modalité de désignation des assemblées qui servent à contrôler. Les chambres de contrôle peuvent être, il me semble, assez logiquement tirées au sort. Alors il y a aussi un élément dont on n'a pas du tout parlé, mais qui existe, mais en Suisse ça ne joue aucun rôle, mais aux États-Unis ça joue un rôle assez important, c'est ce qu'on appelle le rappel. Le rappel de la révocation, le recall. C'est la révocabilité. Oui, alors les juges des cours suprêmes aux États-Unis sont des juges élus par la population, et donc on part du principe que puisque le peuple élit les juges, il peut aussi les démettre. Et on a des cas comme ça de juges qui ont été démis par un recall, c'est-à-dire vous avez, c'est pareil, X milliers de signatures qui déclenchent un référendum pour demander le départ de tel juge, mais c'est motivé. Pourquoi on fait partir le juge? En général, c'est parce qu'on l'accuse de ne pas respecter la Constitution telle qu'elle est, de faire de la jurisprudence inventive, si je puis dire. Et il y a un certain nombre de juges comme ça aux États-Unis qui ont perdu leur poste à la suite de ça. Donc c'est un mécanisme aussi qui n'est pas inintéressant. Oui, bien sûr, pour moi la révocabilité ça fait partie, mais ça existait à Athènes. À Athènes, oui, les représentants étaient tous révocables à tout moment. Les gouverneurs, c'est pareil aux États-Unis. Les gouverneurs dans les États qui ont la démocratie directe peuvent être chassés par. D'ailleurs, je crois que Schwarzenegger a été élu à la suite de ça. Son prédécesseur avait été, oui, bien sûr. avait été recalé, si on peut dire. Recall, il avait été recalé. Ouais. Donc c'est aussi un outil supplémentaire. Ouais. Mais c'est important, je crois, de comprendre qu'aucun élu n'instituera le recall. Non, bah non. Et donc si c'est eux qui écrivent la Constitution, on n'aura jamais le recall. Et pourtant, tout le monde y tient. Vous avez raison, quand on demande aux gens, les gens, tout le monde tient à avoir le recall, c'est un rebondissement de la démocratie directe, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez une référendum d'initiative populaire, vous pouvez, vous lancez comme initiative populaire modification de la Constitution, institution du recall. Et c'est ce que les gens le votent. Et c'est ce que souligne Yvan Bachot. Yvan Bachot, il dit, si nous arrivons à obtenir le référendum d'initiative populaire, on aura tout ce qu'on veut après, puisqu'on aura récupéré l'initiative. Et ça se tient. Oui, c'est vrai. L'initiative, c'est central. Mais ce que je lui réponds, c'est ok, Yvan, et vous êtes deux Yvan, ok, Yvan, mais ça n'adviendra jamais si l'Assemblée constituante est élue. Parce que les hommes politiques de métier ont un intérêt personnel contraire à la démocratie. Je ne leur en veux pas. Ils sont professionnels de la politique. La démocratie, c'est l'amateurisme politique. Ouais. C'est pour ça que ça ne se fait en général historiquement quand il y a des crises. Ouais. Parce que quand il y a des crises, il y a un moment en fait où la classe politique professionnelle démissionne. C'est-à-dire la crise a pris une telle ampleur qu'ils vont se faire couper la tête. En 58, par exemple, il y a la guerre d'Algérie, plus personne n'arrive à la gérer. On fait appel au général de Gaulle. Bon, c'est une démission de la classe politique en fait qui permet à de Gaulle de passer. Ouais. Et puis un petit peu une erreur si j'ai bien géré l'histoire. Il ne voulait pas de lui, il ne voulait pas de Gaulle. Donc, mais là, ils se sont dit, bon, il n'y a pas d'autre solution. Mon exemple californien, c'est un peu la même chose aussi. Hein, c'est un type qui arrive à faire condamner les milieux corrompus. Et en Colombie-Britannique aussi, c'est aussi un homme politique qui... Les milieux corrompus sont débarqués, et à ce moment-là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et qui est dévoué et qui est lui-même pas encore corrompu. Mais effectivement, on pourrait avoir deux chambres avec une au tir au sort et une qui soit élue normalement, effectivement. Si ça donnerait plus de... ça permettrait aux gens normaux d'avoir de l'initiative de façon plus souple, sans avoir besoin de lever des troupes avec toute la mobilisation qui doit freiner des tas de projets malins. On pourrait avoir des propositions de loi astucieuses de façon plus souple, c'est-à-dire que les professionnels et les amateurs auraient tous les deux, de façon quotidienne, une aptitude à proposer des choses qui ne seraient pas forcément adoptées. Mais... Il y a un groupe à Lyon qui défend cette idée, je ne sais pas si vous le connaissez, Sandler, il s'appelle. Il a un site, ça s'appelle le Cercle des Citoyens, et je l'ai eu au téléphone récemment, et il m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez de la transformation du Conseil économique et social en assemblée tirée au sort ?» Alors je me suis dit « Tiens, il y a un recoupement. »
Mais ça gère partout, hein, le tirage au sort. Effectivement, on peut imaginer un système de ce genre. Hein, ça, c'est... Alors peut-être une conclusion rapide. Conclusion. À mon avis, ce serait bien qu'on se revoie. Il faut que je finisse votre livre, parce que, en fait, ce qui pourrait être bien comme angle d'approche, c'est que nous travaillons chacun sur le travail de l'autre un petit peu, en prenant des notes, parce que moi j'aimerais bien prendre votre bouquin comme grille de lecture et dire, voyons, vous êtes sûr de ça là, quand même, et qui mériterait discussion. Et puis sur les points de désaccord ou qui mériteraient des... Tout à fait, ça je on comprends pourrait faire ça. Et puis vous, peut-être de votre côté aussi, en faisant la même chose sur l'idée de... Sur Mon idée que des citoyens, de simples citoyens, devraient être capables d'écrire eux-mêmes leur constitution. Et que tant qu'on laissera les hommes au pouvoir écrire les règles du pouvoir, ils programmeront notre impuissance et que c'est la cause des causes. Alors, il y a aussi une chose que je pense utile, il faut voir quelles sont les cibles qu'il faut viser pour essayer de faire passer ces idées. Alors il y a les médias, la classe politique. Moi j'attends rien d'eux, c'est pas eux que je vise. Je ne cherche pas à les convaincre, je ne les convaincrai pas. Ils ont un intérêt contraire. À mon avis, ils savent très bien. Alors, et ils n'en parleront jamais, ils sont jugés par à chaque fois qu'il y a une révolution... C'est les gens normaux que je vise, moi. Non, mais quand il y a une révolution, elle se fait par les gens normaux, mais elle se fait aussi avec l'appui d'une partie de la classe dirigeante qui trahit les autres. C'est vrai qu'il y a quelques journalistes qui sont vertueux, honnêtes. Il y en a. Et voilà, effectivement, il faudrait qu'ils nous entendent. Oui, donc c'est bien de s'appuyer sur ces gens-là, parce que c'est complémentaire, hein, je veux dire. On s'adresse bien sûr aux citoyens d'abord. Et il y a des Robespierre parmi les parlementaires. Oui, et puis il y a ce que j'appelle moi les héros. Les héros, il y a des professions, moi que j'appelle héroïques, ce sont des gens qui ne gagnent pas beaucoup leur vie, qui se dévouent au bien commun et qui en gèrent. Oui, vous en parlez absolument, des Robespierre. Alors j'en connais beaucoup parce que j'en vois beaucoup dans un milieu où ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai, je vois ça dans le milieu de la police, pour des raisons professionnelles. Eh bien, je vous assure que je connais des commissaires de police qui sont des spécialistes de la lutte contre le trafic de drogue, qui sont spécialistes de la lutte antiterroriste, qui sont des gens qui risquent leur peau, mais réellement, hein, qui sont d'un dévouement extraordinaire, un salaire de merde, et ils gagnent 3 000 € par mois, enfin je veux dire qu'ils sans aucun rapport entre leur salaire et puis les risques qu'ils prennent. Hein. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ah non, mais il y a plein de héros comme ça partout. Mais dans toutes les professions, il y en a des enseignants qui sont comme ça, il y a des médecins qui sont comme ça, on en connaît. Hein. Et donc le dévouement, il est... Mais vous savez, les Athéniens savaient jouer avec ce moteur du dévouement qui est le regard des autres. Il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'argent pour se donner du mal, qui se contentent, mais comme un élixir délicieux de la reconnaissance des autres comme une raison d'exister, une raison de se donner du mal. Et les Athéniens jouaient avec ça, mais c'est bien plus malin que de jouer avec l'argent. C'est-à-dire qu'on donnait les honneurs à celui qui avait servi la cité, qui avait servi le bien commun, et on frappait du déshonneur celui qui avait trahi le bien commun. Et nos institutions ne jouent plus du tout avec ça. Alors que c'est un moteur. Et vous avez l'air de dire dans votre bouquin souvent que ce sont un peu les aristocrates, les princes qui avaient comme ça ce sens du dévouement. Et je trouve que c'est assez injuste parce que je trouve que dans les classes populaires, on retrouve très souvent ce dévouement aussi. Je veux dire, en fait, c'est très humain. Il y a des tas d'humains de toutes les conditions qui sont d'un dévouement absolu. Mais quand je pensais aux aristocrates, à vrai dire, mais je me suis peut-être mal exprimé, c'était pas pour les opposer au peuple, parce qu'il y a effectivement des gens qui sont pareils. Et qui sont très aristocratiques en fait, qui sont les meilleurs. Mais c'était plutôt pour les opposer à un certain type de bourgeoisie financière. Qui sont devenus cupides. Mais c'est une maladie, l'argent. C'est comme une drogue, ça les change. L'argent change les gens. Et je pense que ça nous changerait aussi. Parce que moi j'ai une phrase de Marx que je cite souvent, je ne sais pas si vous l'avez trouvée dans le livre, là, mais que j'aime bien. Je ne suis pas marxiste du tout, mais il y a parfois des choses intéressantes, bien sûr. Passionnant chez Marx. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, je dois dire, où il dit « La grande bourgeoisie a noyé les frissons de l'extase religieuse, l'enthousiasme des chevaliers et la sentimentalité des petits bourgeois dans les eaux glacées du calcul égoïste. » Une très grande formule, celle-là. Ça, je crois que c'est vrai. Alors, on peut conclure là-dessus on va conclure sur Karl Marx. Un clin d'œil. Messieurs, merci beaucoup. Très bien. C'était très intéressant.